et vous écoutez Range la Guimauve. C'est l'histoire de la création de mon podcast. C'est l'histoire d'un burn-out. C'est mon histoire à moi. Pendant des mois, j'ai écrit, j'ai imaginé ce podcast, j'ai tourné en rond, je suis allée dans une direction, j'ai fait marche arrière. J'ai tout essayé, tout tenté. J'ai abandonné. On est mardi 5 août, je suis à la gare de Cap-d'Aille. Je pars prendre un train pour Biot. Je vais enregistrer un nouvel épisode sur l'affirmation de soi. Je suis dans une énergie hyper haute. Je me sens vraiment là où je dois être. Je me sens dans ma vie future en fait. Que ça c'est mon travail. Je me lève le matin et je vais réaliser des épisodes avec des personnes incroyables sur des sujets incroyables. Et au fond, c'est ce que j'ai toujours voulu et c'est un retour à ce que je faisais quand j'étais enfant, quand j'avais 4-5 ans. Et même après, quand j'enregistrais chaque semaine sur des magnétophones, je faisais des interviews avec mes cousins. Et j'adorais faire ça. Et je le faisais encore et encore. Et c'était déjà présent. Dans l'enfance, il y a déjà, je pense, toutes les réponses et ce qu'on adore faire quand on est enfant. En réalité, je pense que c'est ce qu'il faut arriver à retrouver. Et en le retrouvant, trouver cette mission, cette vocation, ce métier, on peut l'appeler comme on veut. Trouver ce truc complètement dingue qu'on adorait faire quand on était enfant. Et à ce moment-là, si ça devient notre activité, on pourra se lever tous les matins et être dans cette énergie où je suis ce matin, où j'ai trop hâte en fait. Et mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est de me lever le matin et d'aller rencontrer des personnes incroyables, d'enregistrer et que chaque épisode, il y ait beaucoup d'humain, il y ait beaucoup de vulnérabilité et que les épisodes, ils aident à changer des choses. Voilà, je vais monter dans le train. On est mardi 5 août, je suis avec Sonia et on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui du mandala des saisons et on va parler aussi de l'affirmation de soi. Moi j'ai rencontré Sonia à un atelier où on venait avec une problématique, on devait colorier un mandala. À partir de la problématique et de la manière dont on avait colorié, Sonia elle analysait notre coloriage, notre mandala, et elle répondait à notre problématique. Comme problématique, moi j'avais choisi le fait que j'avais du mal à me mettre en avant et à créer vraiment mon entreprise comme je voudrais la créer, que j'arrivais pas à partager ce que j'aimerais créer et à m'exposer quelque part. Et en fait, quand elle a du coup analysé mon mandala, ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment fait comme un déclic. Elle a touché de manière, je pense, intuitive, elle a touché vraiment à ce qui était important pour moi et ce que j'avais besoin de comprendre. Et justement, un des mots qui est ressorti, c'est que je devais travailler sur l'affirmation de soi. Et après, elle m'a fait monter sur une chaise devant une quinzaine de personnes, donc c'était assez incroyable. Et pareil, le fait de monter sur la chaise, ça a été vraiment une grosse symbolique et ça m'a fait comprendre où était ma place et pourquoi je devais m'affirmer. Donc moi, je voulais te demander du coup, comment les mandalas ils sont venus dans ta vie? Bonjour, enchantée de me retrouver là avec toi aujourd'hui et partager mes études, on va dire. Les mandalas, ils sont arrivés dans ma vie parce que moi aussi, tant que psy, j'avais des doutes, parce qu'on n'imagine pas, mais les psychologues, ils passent des moments de solitude aussi pour la construction de sa propre personnalité. On peut avoir des doutes, on peut avoir des moments de fragilité. Et à cette époque, je m'étais vraiment beaucoup intéressée à une dame qui s'appelle Gabriella Costa et j'avais fait sa formation en mandala à distance. Et après, en même temps, j'étais en train d'étudier à Nice, à l'université, les DU des systèmes familiales. Et il y a eu comme vraiment un lien très fort pour trouver mon sujet de thèse et le fait d'introduire les mandalas comme un objet flottant en thérapie. La thérapie systémique, à différence de la psychanalyse, c'est une approche qui considère l'inconscient
dans une façon implicite. En fait, on ne parle pas d'inconscient, on parle d'implicite. Mais l'implicite, malheureusement, vu qu'il est implicite, s'il reste implicite, on ne va pas l'exprimer. Et donc, on a besoin des objets flottants qui sont des objets comme la chaise vide, les sculptures, d'autres outils qui viennent utiliser dans une façon métaphorique pour faire en sorte qu'en parlant par exemple, une chaise vide sur laquelle on peut faire asseoir un membre de la famille, on va évoquer quelqu'un qui fait que, au travers de cette chaise et au travers de la place qui va être occupée dans cette chaise, l'implicite à l'intérieur de nous, il va devenir explicite. Donc, moi, j'avais envie de créer, parce que les objets flottants en thérapie systémique, c'était le psychiatre Caillé, Philippe Caillé, qui l'a créé. Et au début de son livre, il a marqué lancez-vous, toute psychologue, psychiatre du monde, et essayez vous aussi de créer des objets flottants. Et donc, construisez votre cabinet en façon qu'il soit évocatif. Et à cette époque, donc, moi, j'avais envie d'introduire les mandalas à l'intérieur de la pratique de la systémie. Et le hasard a voulu, et c'est toujours une histoire de rencontre pour ce qui concerne ma vie, peut-être même la vie des autres, mais dans ma vie d'émigrer en France, et ça c'est très important, parce que quand on perd les repères, on ne sait plus qui on est, où on est, etc. C'est encore plus important de savoir que l'extérieur, il vous amène des signes, on va dire. Donc moi, dans ces signes que j'ai reçus de l'extérieur, il y a eu cette femme très importante pour moi, donc Stéphanie Amelgrand, une artiste, qui finalement, elle travaillait beaucoup avec dans l'art contemporain, avec de la récupération. Donc elle disait toujours à l'époque que les carrières qui étaient dans l'époque de la Renaissance italienne, ils étaient donc les marbres pour construire les statues, les sculptures, etc. Pour elle, aujourd'hui, les carrières, c'est les poubelles. Donc il faut faire les poubelles pour récupérer des outils qui aujourd'hui peuvent être créés dans des œuvres d'art qui ont un sens pour nous. Et ce rencontre avec cet artiste, c'était très révélateur parce qu'il a pu mettre en évidence ma sensibilité créatrice aussi. Et donc j'allais raisonner avec ses œuvres. Et j'ai découvert à l'intérieur de moi une sensibilité qui pouvait m'amener plus loin aussi dans les travaux d'écoute, dans les travaux des création, justement, la chose que tu viens de raconter par rapport à la chaise, le fait de monter sur la chaise, ça fait partie vraiment d'une intuition que tu peux dire quel objet je vais mettre en place pour faire vivre de l'intérieur à la personne cette problématique qui, enfin, ça va être de l'autre côté du miroir. C'est comme si on va prendre un habit et on va la mettre à l'envers. Tu vois, donc là, grâce à les objets flottants, on peut mettre à l'envers les pensées des personnes, prendre conscience de leur personnalité et faire en sorte que la personne, elle comprend toute seule et va avoir un déclic. Parce que les psys, il faut enlever aussi cette stéréotype et cette croyance et n'est pas là pour donner des conseils. Vous avez des amis qui vous donnent des conseils, vous avez d'autres personnes qui vont vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. On va chez les psys parce qu'on doit se mettre entre parenthèses et avoir le courage de voir qu'est-ce qui sort une fois qu'on est dans cette écoute inconditionnelle, sans tabou, sans préjugés, dans la bienveillance. On espère être tous comme ça en tant que psychologue. Et au moment où la personne elle va se sentir dans cet univers de sécurité, elle peut s'autoriser à sortir qu'est-ce qu'il ressent. Mais des fois, c'est pour ça que pour moi, les mandalas, c'est très important, parce qu'il allait vite. C'est-à-dire que des fois, on est habitué à des séances, c'est pour cela aussi qu'on ne va pas chez les psy, de 15, 20 ans, des choses qui n'ont aucun sens, qui
finalement, vous changez tant que personne au moment où vous êtes en train de faire la thérapie, etc. Donc, on parle de thérapie bref, mais bon, dans la systémie, dans l'approche systémique, on prend en compte la personne dans son système familial, couple, travail, etc. Et on la met vraiment dans une optique où elle peut, grâce à des objets flottants, sortir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ses tripes. Et c'est avec ça qu'on doit travailler et pas autrement. D'accord? Donc, les mandalas me permettaient d'introduire un 7e objet flottant, de cela décaillé, dans la systémie familiale, à représenter donc la thèse de mon DU en systémie familiale. Mais moi, je suis allée plus loin dans cette rencontre avec l'artiste parce que j'ai demandé de créer 4 œuvres 2 mètres sur 2 qui représentaient les saisons. Parce que déjà, comme je dis souvent, en 1200, Saint François d'Assise, il parlait de sa peine à l'intérieur de lui qui restait coincée dans son âme parce que Jésus, Dieu, ils n'allaient plus le revisiter, ils n'allaient plus se mettre en connexion avec lui. Et lui restait dans cette peine intérieure de lui et il disait, dehors, il est revenu la neige. Il est venu le soleil, les fleurs, ils sont sortis, etc. Donc il se rendait compte que tout changeait dehors lui grâce à les saisons, mais la peine à l'intérieur de lui, il restait de la même souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Je n'ai rien trouvé de nouveau. C'est juste que j'ai fait le lien entre les mandalas et les saisons. Ça a été intuitif quand tu as fait ce lien. Comment tu l'expliques? Parce que là, j'entends l'histoire, du coup. Dans ta tête, c'était comme une évidence? Dans ma tête, c'était vraiment une évidence, si. Un truc que tout le monde pouvait comprendre. Je n'ai marre qu'on reste dans une autre planète. Je suis dans la psychologie, mais je veux être, tu vois, comme un street food. Je veux dire, c'est bon, on a marre. Il faut quand même comprendre que c'est simple, c'est plus simple que ce qu'on pense. Et si les saisons, ils sont comme ça, ils sont très intuitifs, il faut comprendre que notre problématique, comme dans l'année, il y a un changement. Oui. Et si moi, j'allais quand même mettre chaque fois un patient dans l'optique de se voir de l'extérieur et dire, OK, il y a un changement qui se produit presque naturel, parce que même dans les deuils, si on est dans l'attente, on va se soigner. Le deuil traumatique et psychiatrique vient quand on ne veut pas suivre l'énergie du deuil. Mais si on accepte de pleurer, si on accepte de faire plein de choses qui vont avec cette prise en compte de notre souffrance psychique, le deuil, ça va se réparer presque automatiquement. Vous voyez, c'est une énergie qui se transforme. Vous voyez, on ne fera jamais notre deuil, mais c'est une énergie qui se transforme comme toute énergie de n'importe quelle problématique. Si on est dans cette volonté de se mettre à cheminer. Par contre, on prend conscience, on se rend compte que c'est un moment à passer et à ce moment-là, on ne va pas les subir. On va l'affronter dans une façon qui est corps et âme. Donc, il faut être d'abord, et c'est pour ça les mandalas des saisons, ils sont là pour dire, au travers les dessins de ces mandalas des saisons qui sont très, comment dire, les mandalas des saisons, ils ne sont pas des dessins ouverts, ce sont des dessins fermés. Donc il y a 4 diagrammes. Ces 4 diagrammes tirés des œuvres de Stéphanie Amelgrand sont des choses que chaque personne peut colorier, simplement colorier, mais par rapport à la problématique qu'ils vont choisir. Les dessins qu'ils vont dessiner, la saison qui est choisie et la place des couleurs qu'ils vont donner, les titres qu'ils vont donner, ils vont colorer toujours une chose différente. Et vous verrez que la chose qu'on va redonner comme feedback, c'est toujours différente. Vous voyez, donc là, ça fait maintenant 12 ans que j'utilise cette méthode dans des différents champs. Et même la personne qui a déjà fait des ateliers avec moi, il vient avec une autre problématique, peut-être qu'il va choisir une autre saison et va finalement pas se rendre compte qu'on ne va pas les colorier en sachant déjà en conscience de qu'est-ce qu'on peut dire sur ça. Vous voyez, c'est toujours nouveau. Je me souviens qu'à l'atelier, justement, au début, tu avais bien expliqué ça, que l'idée, c'était de colorier sans chercher à analyser, à comprendre, etc.
que ça devait être très instinctif et on avait le choix entre 4 feuilles. Du coup, on devait déjà choisir le dessin qui nous appelait. Je me souviens que moi j'avais choisi par exemple l'hiver et tu vois si ça avait été le mot hiver, j'aime pas l'hiver, je serais pas allée vers l'hiver. Mais je l'avais choisi celui-là instinctivement et pareil je me souviens et ça m'avait beaucoup aidé dans mon cas à moi que tu avais bien précisé dans les consignes on va dire que quand on colorie on doit vraiment se laisser aller à colorier. Pareil pas vouloir être... moi je trouve que dans la vie on contrôle beaucoup trop les choses et là de se permettre de pas chercher à... Je fais comme ça parce que je pense que comme ça. Et je sais que moi, quand je l'avais colorié, je m'étais laissée porter. C'était un moment silencieux où on était tous en groupe, mais chacun était dans son coloriage. Et tu vois, par exemple, quand je coloriais, cette contrainte que tu avais donnée, elle m'avait donné de la liberté. Parce que quand j'étais en train de colorier, à un moment, je ne me souviens plus, c'était peut-être du violet, et j'avais fait d'une certaine manière. Et une fois que je l'avais fait, j'ai regardé et je me suis dit... Et pourquoi dans la vie on ne pourrait pas finalement même changer d'avis, même une seconde plus tard. Et j'avais envie de le faire différemment. Et tu vois, ça a été une grosse symbolique parce que par exemple, je me suis autorisée à revenir dessus, sachant que ce serait moins esthétique de recolorier dessus. Mais quand je l'ai fait, j'ai eu comme une idée après en mettant les mots aussi, en mettant le titre, où je me suis dit, je me donne le droit à l'erreur. Et je me donne le droit de changer d'avis. Et tu vois, ça a été très, très, très fort, en fait, au-delà de le coloriage. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là d'instinct et de se laisser porter. Et aussi bien, comme tu as dit, le dessin qu'on va choisir, les couleurs qu'on va choisir. À part la problématique, oui, ça, on l'aura décidé de manière plus, comment dire, au niveau de la conscience. Tout le reste, en fait, pour moi, c'est du lâcher-prise et c'est très instinctif. Et ce qui se met en place, quand on le fait, c'est instinctif pour moi, c'est intuitif, c'est... Il y a une très grosse aussi, comme c'est créatif, c'est toujours quand tu passes par le côté créatif, le côté artistique, il y a une très grosse présence à ton corps, à l'instant présent, tu es vraiment dans ici et maintenant. Et après, l'étape d'après, moi qui m'a... moi, je vais employer le mot, mais moi, ça m'a fasciné quand tu as analysé. Parce que, bon, moi, je me souviens, j'avais voulu passer en premier, du coup, tu as analysé mon dessin devant le groupe en premier. J'ai vu comment ça avait l'air très instinctif, très intuitif, comment tu regardais comment ça avait été colorié. Et après, quand tu faisais, du coup, cette analyse très puissante, les mots que tu employais... J'avais l'impression, c'est mon impression à moi, mais presque c'est... t'as presque comme une voix qui vient, comme tu vois, très intuitive dans ta tête et qui dit les mots que la personne, elle a besoin d'entendre pour avancer. C'est ça un peu que ça fait J'imagine que oui, dans le sens qu'effectivement, depuis que j'ai commencé à faire des ateliers comme ça, avec les mandalas des saisons, j'arrive à voir... à renvoyer un feedback lié à la place où les couleurs ils ont été mises, les couleurs qui ont été utilisées et aussi par rapport à la problématique et tout ce qui regarde aussi les titres des mandalas, qui est très ponctuel. Et même si je ne sais même pas l'histoire de la personne, parce que la chose qui est importante et pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, je vais me libérer un peu de cette poids d'être psy, c'est que dans les ateliers, on met en place justement les côtés plus intuitifs et surtout plus parlants. Les personnes qui sont là, ils n'ont pas envie de se torturer avec des souvenirs, des choses, etc. Ils sont là juste pour comprendre si pour cette problématique il y a un petit pas, un moitié des pas à pouvoir faire, comme tu dis, une phrase qui d'ailleurs tu t'es donnée toute seule, parce que si tu dis que tu es la problématique, c'était de pouvoir comprendre pourquoi tu étais bloqué dans ton travail, dans ta possibilité de mettre en place ta société. Ta phrase qui tu dis et c'est droit à l'erreur, je veux dire c'est bluffant et moi j'ai rien fait, j'ai juste utilisé un outil qui permet de mettre la personne dans une condition d'auto-analyse qui après, grâce à la couleur thérapie, que ça existe, donc les significats des couleurs,
tout ce qui est de l'ordre aussi des formes, de l'endroit du dessin. En fait, on sait que c'est vers le bas, vraiment ça reste inconscient. La partie haut, c'est plus conscient. L'effet du centre, on parle de vous, de l'intérieur de nous. L'extérieur, si on commence à colorer de l'extérieur, on est plutôt préoccupé de ce qui se passe autour de nous, etc., de l'image de nous, etc. Et ça donne des indices. C'est comme vraiment une orientation, vous voyez. Et donc, cette orientation, ces cadres qu'on va poser, c'est un cadre qui, au niveau... ça parle, parce que c'est de l'ordre réellement de l'activité inconsciente qui se met en mouvement quand on met en acte des exercices où il y a la partie créative qui est révélée, on va dire. Et surtout, il ne faut pas négliger l'idée des saisons. Parce que là, quand on dit j'ai du mal à avancer et je choisis l'hiver, c'est vraiment entendre que c'est juste la phase initiale où on a l'impression qu'il y a de la mort, mais qu'effectivement la racine des plantes est en train de marcher, de se mettre en marche, etc. Parce qu'après 3 mois, il y aura des fleurs, ça change tout. Je me souviens sur les saisons justement parce que moi je me dis toujours que des fois c'est plus parlant. Tu sais, des fois des exemples vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la tête peut-être de la personne quand elle vit ça. Je sais que sur les saisons, tu vois, quand après tu m'as dit tu as choisi l'hiver, dans ma tête j'avais une déception. Moi je suis née l'été, j'adore l'été, je veux choisir l'été, mais comment j'ai fait pour pas choisir l'été? Parce que le tour de force pour moi aussi, c'est qu'on ne sait pas c'est pas comme si on avait la feuille et on se dit celle-là c'est l'été, on ne sait pas quelle saison et quel mandala. Mais par contre, je me souviens de l'étape d'après, donc ma première pensée c'est une déception. Et par contre, quand tu m'as dit tu as choisi l'hiver et avec ce symbole que juste après l'hiver il va y avoir le printemps et que le printemps ça va être justement une énergie très de naissance. Moi, je suis très sensible à cette énergie-là. En astrologie, tu vois, le printemps, etc., c'est l'énergie du bélier. Et c'est la sève, le fait que la vie reprend, entreprendre. Justement, c'est un mot qui, dans ma vie, à moi, est important. Et je sais que pareil, sur ça, en fait, quand j'ai eu l'explication tu vois, instinctivement, il s'était passé ça que je ne peux pas expliquer. Mais derrière, ça représente que, oui, peut-être là, je suis dans quelque chose de difficile, je suis bloquée. J'ai un futur. Et ça a été... tu vois, ça a été très... ça m'a apporté beaucoup d'apaisement aussi, tu vois, dans ma problématique, parce que c'est là où, pour moi, c'est un tour de force aussi. Comment tu analyses? C'est que je te rejoins sur le fait que moi, je crois beaucoup plus aux thérapies brèves. Pour avoir été quelqu'un, moi, j'ai fait une psychanalyse, tu peux passer des heures et des heures. J'avais une psychologue, je la voyais chaque semaine. J'ai pas énormément avancé. Je dis pas, mais j'ai pas énormément avancé. Et par contre, j'ai déjà remarqué que des fois, peut-être parce qu'il y a un outil, parce que c'est différent, parce que ça te correspond plus à toi. Moi aussi, le fait que ce soit créatif, je suis venue au mandala parce que tout ce qui va toucher à l'art, c'est ma sensibilité, c'est mon ADN. Donc, ça me parlait. Et je trouve que pour moi, c'est mon expérience à moi, peut-être on a passé un quart d'heure en tout quand tu as analysé. Tu m'as fait bouger plus en un quart d'heure que par exemple quand je faisais une psychanalyse qui a duré sur des années, comme tu disais. Et sur des problématiques précises, parce que ça aussi c'est intéressant de choisir une problématique. Parce que dans ta vie, si tu dois, prendre tout, comme tu as dit, retourner dans des dossiers où tu n'as pas envie d'aller, des choses de ton enfance, des traumatismes, etc., même pour l'avoir vu, ça peut te faire chuter, ça peut te fragiliser. Et moi, j'ai eu l'impression que ce jour-là, à cet atelier-là, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'était mon premier atelier avec l'association. Mais en fait, j'ai reçu tellement de ta part et ça a tellement été gravé dans ma tête que, tu vois, je voulais faire un épisode de podcast là-dessus. Parce que le moment où tu m'as fait monter sur la chaise, dans ma tête, tu viens d'analyser mon mandala et quand tu analyses mon mandala, c'est aussi flou dans ma tête parce que j'avais beaucoup d'émotionnel. Mais je sais que tu me dis, tu as mis beaucoup de rose parce que c'est ta petite fille. Tu as mis du violet autour parce que tu veux protéger ta petite fille. Donc ça correspond à 100% de mon vécu à moi. Et je suis dans ce que tu m'as dit. J'ai l'affirmation de soi du coup qui s'intègre et qui s'imprime un peu dans ma tête.
et je t'entends me dire monte sur la chaise. Et je te jure, moi, à ce moment-là, quand tu l'as dit, il y a un côté où, dans ma tête, en 5 secondes, comme on disait tout à l'heure, je me dis, est-ce que j'ai bien entendu? Tu vois, je me dis, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Parce que j'ai entendu ça. Après, je me dis, est-ce qu'elle est sérieuse? Elle veut vraiment que je monte sur la chaise? Je passe par différentes phases. Mais j'ai un côté où, à ce moment-là, j'avais une confiance absolue en toi. J'avais senti vraiment tes capacités et j'avais senti surtout ta sincérité, ton implication extrême. Et je me suis dit, si elle le dit, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de réflexion, je monte sur la chaise. Donc je monte sur la chaise, je me retrouve sur cette chaise et ce qui est bizarre quand même, c'est qu'une fois sur la chaise, j'ai vraiment ma petite fille qui ressort. Et ma petite fille, elle est très... c'est vraiment l'enfant intérieur. Elle aime s'amuser, elle aime ce qui est comme un enfant. Et sur la chaise, j'ai un côté très où je me dis, ah c'est rigolo vu d'ici, et très innocent, tu vois, très insouciant. Et tu me dis, je me souviens, regarde les personnes qui sont autour de toi. Donc je les regarde, et pareil, la petite fille, elle se dit, bah, c'est rigolo parce que moi je suis plus haute que les autres. Je suis vraiment dans un truc vraiment enfantin, et je trouve ça marrant. Je m'amuse, quoi. Et pourtant, je suis sur la chaise devant 15 personnes. Et à ce moment-là, tu me dis, est-ce que tu es à l'aise? Et le moment où tu m'as dit, est-ce que tu es à l'aise, j'ai pas compris ce qui s'est passé sur le coup émotionnellement, parce que immédiatement, ça m'a fait pleurer. Et quand après, j'y ai réfléchi en rentrant en voiture, je me suis dit, mais pourquoi je suis passée, en fait, au niveau émotionnel, j'ai une montagne russe. J'étais vraiment dans une joie j'ai été montée très haut. Et d'un coup, je me mets à pleurer avec une simple question, et je ne comprends pas pourquoi ta question, les mots que tu as dit, assez simples, pourquoi ça me fait craquer. Et en fait, quand je suis rentrée en voiture, j'ai essayé de revivre la scène, et je voulais me rappeler émotionnellement qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'y ai pensé, je sais que le moment où tu as dit « Est-ce que tu es à l'aise ?», en fait, j'ai été envahie par une culpabilité énorme. Je me sentais comme si d'un coup, en fait, j'étais tirée en arrière très fort. Et sans pouvoir l'expliquer, mais peut-être des fois des voix que tu as internalisées de tes parents, par exemple, qui me disent « Tu dois pas briller, t'as pas le droit. Et t'es pas censé être à l'aise d'être devant tout le monde, qu'on te remarque, qu'on te voit, que tu existes. » C'était vraiment très fort au niveau de la symbolique, ce qui s'est passé. Et après ça, quand j'ai parlé avec les autres personnes qui étaient à l'atelier, moi je me souvenais pas de tous tes mots, mais je sais que je parlais beaucoup avec Orlando et il me disait, tu vois ce qui s'est passé. Ce que Sonia, elle t'a dit, je sais que tu as dit ça, même si c'est flou dans ma tête, tu as dit, à chaque fois que tu douteras, à chaque fois que tu sauras plus comment faire, monte sur la chaise. Ta place, elle est sur la chaise. Et tu vois, ça c'est une phrase, Orlando, il me l'a répété à chaque fois que je l'avais au téléphone, que j'étais dans des doutes, dans vraiment des choses difficiles personnelles. À chaque fois, j'avais ce symbole qui revenait et je me voyais peut-être, comme j'aurais toujours dû me voir, à ma juste place en fait. Quand toi, tu m'as fait aller sur la chaise, c'est comme si tu m'as donné... c'est plus qu'un outil. Tu m'as donné un repère dans ma vie où... Si j'arrive à y repenser, je suis toujours à la juste place. Je suis à la place qu'on ne m'a pas donnée dans ma vie, que j'aurais dû, qu'on devrait donner, par exemple, des parents devraient te donner cette place. Et toi, en 15 minutes, tu m'as donné ça et derrière, ça m'accompagne dans toutes mes décisions, en fait. Parce qu'en fait, la chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est comment la résonance, justement, de quelque chose qui nous a... C'est comme une goutte, hein? Une goutte depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, en fait, jusqu'à la fin. Si on a eu cette blessure narcissique dans notre cursus de vie, tout par effet de résonance, cette capacité de sa beauté toute seule reviendra. Donc la problématique, elle est ici maintenant, mais malheureusement, elle est encore plus importante parce que ça rajoute à des choses qui ils ont été ramenés, ressentis, raisonnés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant 30 ans d'existence. Tu vois? Donc là, au moment où, aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu es à l'aise? Aujourd'hui,
si tu enlèves toute ton histoire, et de nouveau tu vas t'ouvrir au monde, après cet hiver difficile, tu vas de nouveau te retrouver à la fin de cette vie, des créations, des projections, des réalisations sur cette chaise, parce que tout ça, il t'a permis de monter une échelle. Tu vois, tout, même les souffrances, tout, il t'a permis d'avoir un autre niveau. D'accord? Je pouvais te demander aussi de descendre, de te mettre assise par terre. L'important, c'était d'échanger des regards, mais de faire en sorte que cette place, c'était ton regard actuel dans lequel tu étais à l'aise. Au moment où tu dis oui, finalement, je ferme les yeux, j'ai monté d'un cran et je suis à l'aise, et tu ouvres les yeux et tu regardes autour de toi, et pour résonance, quelqu'un te donne une claque, là, c'est le travail à faire. Tu sais très bien que là encore, c'est là le travail à faire. Et dire, ok, alors est-ce que moi je dois aller dire au revoir, ou je vais... Parce que jusqu'à quand ces personnes-là, ils ne vont pas te voir, tu seras toujours mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Et donc de là, donc l'atelier très rapidement, il peut t'aider à comprendre qu'il y a un travail à pouvoir faire. Et après, les pas qui vient après, c'est vraiment de dire, ok, alors je prends compte de vouloir continuer ma thérapie, ou de commencer une thérapie, ou de vouloir essayer encore la technique, parce qu'alors ça serait bien aussi, la fois d'après, utiliser un autre mandala à ce moment-là ouvert, donc il y a juste les cercles. Souvent, je le fais en thérapie, et dire, ok, alors là, maintenant, c'est ta réponse. Tu vois, la réponse, alors, avec toutes ces choses-là que tu racontes, est-ce que tu aurais été capable de faire un mandala de réponse? Tu vois, avec, je ne sais pas, peut-être la petite fille, peut-être la place, tu vois. Et de là aussi, ça aurait été encore plus loin par rapport à ce travail de métaphore, de mettre les choses à leur place. Et donc, on dit, OK, je veux alors peut-être rendre hommage à ces gens-là qui m'ont écrasé, ou qui m'ont castré, qui m'ont fait une opération d'actes autoritaires. Mais aujourd'hui, je dis au revoir, je lâche prise par rapport à ça, mais je sais que cette place, vu que finalement 50-50, tu étais à l'aise. Et donc alors là, j'essaie de dire, à partir de là, je prends ma place. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Comment ça se passe quand justement quelqu'un... parce que nous, là, on découvre ta méthode, en fait, à travers un atelier, mais dans ta pratique professionnelle, comment ça se passe quand tu utilises cet outil? Tout à l'heure, en off, tu me disais que tu l'utilises aussi en oncologie, parce que du coup, tu travailles avec les personnes en fin de vie, c'est ça? Pas vraiment... Pas seulement en fin de vie, en fait je travaille en oncologie, donc tu sais, quand on travaille en service d'oncologie, on récupère des personnes qui sont en chimio. Donc en chimio, et ça peut durer le processus même 10 ans, 15 ans. Donc il y a des chimios et des malades pour lesquels les soins marchent, donc les protocoles ils fonctionnent, et donc ils ont besoin d'être supportés psychologiquement, parce que les effets secondaires des chimios sont quand même très importants. Il y a quand même, par rapport aux différents cancers, des choses qui peuvent être changées, donc notamment par exemple pour les cancers du sang. C'est compliqué, l'image de soi, c'est compliqué, les mutilations, c'est compliqué, plein de choses qui après ils vont remettre en cause la personne, et même s'ils le comprennent au niveau psychologique, ils font ça, au niveau intellectuel, qu'ils font ça pour leur bien, au niveau psychologique, souvent, ils ont besoin d'être supportés, de comprendre un peu comment ça marche, effectivement. Et des fois aussi, dans l'accompagnement en fin de vie, l'effet de pouvoir faire colorier sur un mandala de saison cette histoire, donc la colère, des fois l'injustice, des sentiments qui peuvent être présents quand la personne elle est en face de sa propre maladie. Ça permet d'être sur un autre niveau toujours, et de pouvoir
aborder d'autres sujets. Parce qu'alors là, même si la personne est fermée, elle ne va pas te parler parce que bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Souvent, il y a des gens qui te disent non, mais c'est bon, je n'ai rien à dire. Mais le fait de pouvoir se concentrer sur un dessin et pouvoir après marquer leur émotion, mettre les titres, etc., ça te permet de pouvoir après aborder certains sujets. Et donc, l'objectif, c'est après de les faire vider de cette peine. Moi, ça m'est arrivé une chose extraordinaire avec un archéologue, architecte archéologue. Ça faisait 16 ans qui était finalement soignée. Donc pour elle, la chose plus importante, c'est de voir grandir son fils. Et donc les médecins, il a pu donner en fait cette opportunité. Et son fils, il avait 19 ans. Et elle, à la fin, c'était trop touchant. Elle a vu qu'elle avait ce côté artistique, donc elle raisonnait différemment par rapport à cet outil. Elle avait mis ces mandalas dessiné en fait par elle, qui représentait la colère, accroché dans l'armoire de la chambre d'hôpital, qui faisait comme ça, qui pouvait après lui renvoyer, tu vois, comme une thérapie qui allait dans cette dynamique, tu vois. Donc, c'est beau. Mais comme je dis, moi, c'est pas que chaque fois, je le mets en place. C'est vraiment quelque chose qui, intuitivement, tu dis, bon, je vais le proposer. Chaque chambre peut avoir sa trousseau de couleurs, etc. Mais c'est vraiment un travail personnel et qui parle à certains, à d'autres non. Mais quand ça parle, ça va très loin. Ça parle très fort, j'ai l'impression. Est-ce que les personnes, elles colorisent sans toi ou c'est toujours accompagné? Non, sans moi. Sans toi aussi? Sans moi. C'est-à-dire que dans l'hôpital, c'est sans moi. Et quand ils sont ici, souvent dans les cabinets, moi, je suis pas... J'essaie de les laisser tranquilles. Et même bon, quand on est ensemble dans l'atelier avec plus de monde, je ne suis pas vraiment sur vous, quoi. Je suis pas tellement... Ça, c'est une chose que j'ai remarqué chez toi, parce que, alors moi, il faut que tu saches une chose, c'est que je remarque très vite beaucoup de choses de manière... je sais pas, je crois que j'ai toujours été comme ça, mais en quelques secondes... Pipilette. Vraiment. Non, mais j'arrive à... Tu vois, à identifier dans c'est des petits détails, mais en fait, pour moi, dans la vie, il n'y a rien qui est un détail. Et tu vois, chez toi, j'ai vu vraiment un côté, une sensibilité qui était très présente. Et de par ta sensibilité, ce qui m'a vraiment très bien convenu à moi, c'est que tu as un niveau d'attention à l'autre où je trouve que tout le monde n'est pas comme ça et que c'est vraiment une force extrême dans la vie. Tu ne brusques pas l'autre et ce que tu viens de dire, en fait, tu lui laisses l'espace dont il a besoin. Et tu vois, par rapport à des thérapies que j'ai pu faire, c'est des fois compliqué parce qu'il n'y a pas ça. Il y a une forme d'envahissement. Et à mon sens, peut-être, c'est même au niveau plus spirituel, mais des fois, je trouve qu'il y a des thérapies où ça peut t'éloigner de ton pouvoir personnel, malheureusement. Et c'est très dommage et c'est très grave, quelque part. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec une sensibilité qui n'est pas la tienne et une analyse, des fois, qui ne te correspond pas forcément et qui peut même t'orienter, des fois, dans des choix de vie qui ne sont pas les bons. Et tu vois, chez toi, je trouvais que c'était l'exact opposé. C'était en tout, ta manière de réagir, ce que j'ai vu le temps de l'atelier, ce que je vois avec toi depuis tout à l'heure, ce que tu me racontais, parce qu'on parlait en off par rapport à ton fils, et que ton fils, il est artiste, que en tant que maman, c'est tout un défi énorme d'arriver à se dire, je veux que mon fils il puisse vivre la vie qu'il est venu vivre et de l'encourager et de lui dire quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Je trouve que tu as ce côté-là qui, à mon sens, c'est même être dans une forme d'amour avec les gens, tu vois, de leur laisser la possibilité d'être là. Tu es là pour les tenir, pour les rassurer, comme tu as dit, parce que moi, je me sentais rassurée à l'atelier avec toi. Mais t'es jamais à envahir l'espace. Et je pense que à travers le mandala des saisons, en fait, même ce que tu racontes, la personne du coup qui voulait voir grandir son fils, je pense que ton impact, il est incroyable et il est au-delà pour moi de, comme tu as dit, se libérer de ce côté psy aussi. Je pense que
c'est mon intuition, mon instinct qui me dirait que moi je crois toute personne, on est venu sur Terre parce qu'on a quelque chose à partager avec les autres, on a une lumière à apporter et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et c'est un peu tout le défi dans la vie parce que ce que toi tu vas pouvoir apporter avec ton histoire, ta sensibilité, tes dons, il n'y a que toi qui vas pouvoir l'apporter de la manière où tu l'apportes. Et moi je pense que tout à l'heure tu disais quand tu as rencontré Stéphanie, c'était tu sais les hasards et dans le sens où moi je crois pas les hasards, pour moi il n'y en a pas et tu vois il y a pas de hasard. Quand tu rencontres quelqu'un, moi je crois que c'est vraiment la vie qui t'aide, comme tu disais, et qui va placer cette personne sur ton chemin. Et si tu es ouvert aux personnes et aux opportunités, tu vas pouvoir aller dans une direction qui était déjà faite pour toi, mais avec, tu vois, cet appui de la personne. Et je pense que c'est une forme d'intelligence aussi de... J'aimerais bien que tu me parles de quand tu l'as rencontrée, Stéphanie. Tu disais qu'elle a fait ressortir ce côté créatif que tu avais. Comment t'as ressenti en fait la rencontre et comment t'as fait aussi pour lui laisser la place de t'impacter? Ah, mais c'est une question. C'est-à-dire que moi, j'ai créé, après 6 ans que j'étais en France, une association qui s'appelle Kaléidoscope Culture en Jeu. Et grâce à cette association, j'ai voulu créer, en fait, j'ai créé des cours des langues des pays d'origine et des cours des dessins, des stages pour les enfants. Donc, on enseignait l'italien, l'anglais, les français, non pas les français, mais je veux dire l'allemand, l'espagnol aussi, mais aux enfants, au centre culturel à Villeneuve-Loubet. Et elle était prof de dessin pour les enfants et les adultes. Et on a, dans cette nouvelle dynamique, on s'est dit, bon, on peut créer aussi des stages pendant les vacances scolaires. Donc mon association a créé plein de stages et des cours de cuisine, par exemple. À l'époque, personne n'en parlait. En 2011, c'était vraiment la nouveauté et surtout la cuisine, pas des chefs. Enfin, c'était vraiment la cuisine des mamies qui allaient partager les recettes, etc., avec des prix qui étaient raisonnables et c'était quelque chose de très beau, franchement très très beau. Tu participais, toi, aux ateliers? Est-ce que tu as apporté, par exemple, des recettes de tes grands-mères, des choses comme ça? Oui, j'ai quand même fait pas mal de cuisine. J'ai commencé avec la cuisine grecque, même si, bon, j'étais pas, à la base, je suis pas grecque, même si mon nom de famille peut avoir des références. Mais après, oui, on avait la femme vietnamienne, on avait l'algérienne, on avait vraiment plein de femmes qui ont amené leur cuisine. Et donc, tellement qu'avec Stéphanie, on a inventé avec la fille qui travaillait à la bibliothèque, à l'époque, c'était pas encore l'époque des médiathèques, les recettes en volume. Je ne sais pas si tu te rends compte, des enfants d'école primaire de Villeneuve-Loubet qui venaient, par exemple, pendant c'était les mois de juillet, parce qu'encore ils sont en fait pas vraiment en vacances, choisissaient une recette pour laquelle après on allait faire. Donc un jour on faisait gnocchi, par exemple, et ils allaient apprendre à faire gnocchi à la bibliothèque. Et finalement, après, ils repartaient avec la recette des gnocchis et gnocchis à faire cuire chez eux. Et les jours après, ils venaient faire les gnocchis en volume, avec les papiers mâchés. Donc, avec Stéphanie, ils allaient faire l'assiette des gnocchis avec la peinture et tout ça. Et donc, après, eux, ils allaient rentrer chez eux avec la... Incroyable. Et on partait justement de la bibliothèque, on choisissait une recette avec Elisabeth, une autre femme extraordinaire que j'ai rencontrée dans ma vie, qui était donc la fille de la bibliothèque. Et ils allaient choisir leur recette. Et donc, ils allaient la lire avec elle et tout ça. On allait la réaliser. Et on allait, après, la réaliser en volume. Donc, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je te dis, on parle de 2011-2012. C'est précurseur, c'est visionnaire, c'est 2011-2012, il n'y a pas ça. Avec elle, on pouvait faire tout. Donc, avec Stéphanie, on se mettait assise comme ça, comme nous aujourd'hui. Et on a dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette projet, tac, 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 et c'est bon. Donc, alors, tu imagines bien
qui en fait, au début, quand je me suis installée en plus dans mon cabinet, j'ai dit, écoute Stéphanie, je vais te commissionner les 4 saisons. Donc après, tu dois, en fait, moi je dois faire des mandalas, donc après je te donne juste cette compte-rente, donc c'est les mandalas et les saisons. Donc après, c'est toi qui me vois, qu'est-ce qui représente pour toi la saison, comment, les couleurs, et c'est ça. Et donc c'est de là qu'il y avait vraiment une fois, un artiste qui connaît Stéphanie, il nous avait dit, vous créez la culture. Finalement, vous êtes capable, entre deux mondes qui sont complètement différents, de colloquier et de faire en sorte que quelqu'un amène son ressenti, l'autre, et vous allez faire en sorte que les personnes, grâce à ça, ils vont aller plus loin. Tu vois? Parce qu'il y avait toujours la même intention de faire évoluer. Enfin, Stéphanie, grâce au fait qu'elle voulait provoquer une vibration. Tu vois, donc le début de son travail, c'était de sonoriser les ciseaux et couper certaines choses. Et donc cette coupe, ils allaient te prendre dans les tripes, tu vois, parce que tu allais réagir avec l'œuvre d'art. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à ce que tu m'as montré, que tu as chez toi, tous ces autoportraits. Ouais. Elle a vraiment, de ce que je vois, ce côté artiste. Ce que tu viens de dire, le bruit des ciseaux, c'est quelque chose qui, moi, ça me parlerait directement. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est de passer par tes sens. Le côté artiste, c'est d'avoir des sens qui sont comme surdéveloppés et en permanence. Tu vois, par exemple, ces autoportraits que tu me montrais qu'elle a fait pendant je ne sais plus combien de temps. Ah oui, ça fait depuis qu'elle est sortie des Beaux-Arts, donc elle continue à le faire. Hein. Ben, vraiment, je comprends ce que tu dis, cette forme d'impact. Elle a porté ça et là-dessus, vous avez une similarité énorme parce que toi, tout ce que tu as fait en instinctif, intuitif, c'est la même chose. Tu veux avoir de l'impact sur les personnes, c'est ça? Je sais pas, mais oui. Mais ça peut être, par contre, l'impact, ça peut être positif comme négatif. Vois, mais c'est de cheminer. C'est sûr hein, qu'il y a un côté qui peut impacter positivement, mais je peux être une personne qui dérange. Dans quel sens? Dans le sens, effectivement, que cet impact, ils ne sont pas tous prêts à le recevoir. Et donc, le fait que je ne me rends pas compte, il n'y a pas ce côté manipulateur. Alors, je vois quelque chose, je peux le ressentir. Et moi, je ne suis pas toujours psy dans ma vie. Moi, je suis aussi Sonia. Et donc, peut-être que des fois, à mon côté, ça peut déranger. Après, tu sais, moi, sur Instagram, il y a quelqu'un que je suis qui dit que, en fait, c'est très bien de déranger. On nous a appris à avoir cette peur du rejet qui nous paralyse trop souvent et en fait, c'est normal. Et si tu déranges pas, pour moi, c'est que tu n'es pas authentique. Tout à l'heure, on employait le mot en off d'authenticité, sincérité, authenticité. Si tu es authentique et si tu es vraiment impliqué dans ce que tu fais, tu vas forcément déranger. Et en fait, c'est normal de déranger. Et même, je dirais, quelqu'un qui déplaît aux personnes, ben, ça prouve que t'as provoqué quelque chose chez eux et c'est positif. C'est difficile parce que dans le rejet, moi, je l'ai beaucoup vécu dans ma vie. J'étais comme toi, je dérangeais dans des endroits parce que justement, quand j'arrivais, j'apportais ma différence. Et si chacun apporte sa différence et que les gens sont ouverts, c'est incroyable. Par contre, souvent, tu te retrouves dans des environnements, malheureusement, des fois dans la première partie de ta vie, où parce que toi, tu es différent, t'es un peu le vilain petit canard, comme dans l'histoire du vilain petit canard, et tu vas recevoir peut-être même un peu de violence parce que tu fais bouger les choses. Mais en réalité, ce côté, les gens, par exemple, qui ne t'aimeront pas, c'est parce qu'il y a des gens qui t'aiment pas qu'il va y avoir des gens qui t'aimeront, mais au-delà de tout, c'est parce que tu es vrai. Et je pense que si une personne, tout le monde l'adore, c'est pas normal. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais si tout le monde te trouve, oh, elle est géniale, etc., un truc très superficiel, et ben à mon avis, au niveau de l'âme et au niveau de la vie que tu es venu vivre, si tout le monde t'adore, mais adore pas la personne authentique, adore un masque, une image, comme on voit dans la société, ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, c'est pas le vrai toi que les gens aiment.
Et moi, aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai eue, le cheminement, je préfère qu'on me déteste. Ça va peut-être un peu me titiller si j'entends qu'on me déteste, mais je préférais que quelqu'un me déteste dans le sens où ça prouve que cette personne, elle n'est pas alignée avec moi. C'est ok. Mais à côté de ça, les personnes qui vont vraiment m'aimer, moi, j'aimerais me dire que c'est parce qu'elles ont vu le vrai moi, que moi, je suis vulnérable. Et tu vois, quand on a fait l'atelier, moi, ce que j'ai vu aussi chez toi, parce que j'ai vu 1 milliard de choses en très peu de temps, c'est une grande vulnérabilité et une grande sincérité. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire l'épisode aujourd'hui, c'est que tu as ce côté très pur, en fait. Et si tu déplais, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux si tu déplais, même si c'est compliqué derrière à gérer, parce que tu triches pas. Moi, quand je t'ai vu, tu me touchais aussi parce que, par exemple, sur le fait que de base, toi, tes origines, tu es italienne. Je trouvais ça inspirant aussi que tu as ton histoire et ce que tu disais tout à l'heure, l'histoire d'être immigré. Ça crée chez toi peut-être une forme de... c'est 2 fois plus difficile parce que c'est pas ta langue maternelle. Tu vois, par exemple, tu as un accent. Alors, moi, j'adore les accents, je trouve ça incroyable. Mais du coup, quand tu arrives quelque part, les gens, ils peuvent avoir cet effet, malheureusement, de rejet pour qui tu es, en plus. Et je pense que c'est une force, en fait. Ça prouve ton intelligence pour moi. Moi, j'ai une amie comme ça, qui, comme toi, est italienne. Et c'est même plus être bilingue. Vous avez une intelligence qui fait que vous arrivez dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle à réfléchir, à analyser, à aider les gens. Et il y a beaucoup de choses dans la vie où, mon avis, c'est qu'on se voit avec beaucoup de faiblesse parce que c'est des choses qui sont des fois pas faciles à assumer. Et en fait, c'est tout des dons. Le fait que tu aies réussi ça, c'est beau, quoi. Et je pense que les origines, tu vois, tout à l'heure, on parlait de ton arrière-grand-mère. Moi, je crois beaucoup par rapport à la vie que j'ai eue, à la transmission. Et en fait, au contraire, nos origines, c'est nos racines, tu vois. Et par exemple, dans ce que tu as dit de la cuisine, tu transmettais ces valeurs-là. Ces valeurs de, tu vois, d'où je viens. On oublie d'où on vient, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit, au moment où il n'y a pas de rivalité, où effectivement chacun il sait sa place. Peut-être que ça ne serait pas possible avec une autre personne, parce que bon, chacun de nous a son ego, et on sait très bien que ça peut, j'emploie encore ce mot déranger, mais ça peut être encombrant. Mais c'est comme une histoire d'amour. Les choses, ça marche ou ça marche pas. Et si les choses ils viennent naturellement, je veux dire qu'il n'y a pas des problèmes autres. Attention, pas parce que... Bon, c'est vrai qu'on ne s'est jamais disputé avec Stéphanie, mais on n'était pas vraiment toujours en ligne sur la même chose. C'est pour ça, d'ailleurs, ça nous a mis 10 ans quand même de faire ça, parce que des fois, elle comprenait des choses que moi, je n'étais pas encore à ce niveau-là, où moi, je n'arrivais pas à écrire. Parce que bon, en plus, ça aussi c'est très important parce que il fallait après l'écrire. Donc en français, donc on a quand même pu avoir l'aide aussi de quelqu'un qui a tout revu. Un prof de français qui s'appelle Fabrice Anfosso, qui était vraiment monsieur très très bien, qui nous a aidé beaucoup. Et comme je dis, lui aussi, il est arrivé après 8 ans, peut-être que nous on était en train d'écrire, de faire, etc., avec un regard des profs, avec un regard de quelqu'un qui ne comprenait rien, qui ne savait rien, donc il pouvait aussi rendre la chose plus compréhensible. Et donc ça, c'est vraiment une question de pouvoir se rencontrer. Donc là, moi, je disais quelque chose, elle avait sa compétence dans son secteur d'activité, moi j'avais la mienne. Comme tu dis, on se faisait confiance, on a mis ensemble nos noms. Malheureusement, c'était pas un livre à pouvoir faire en couleur, donc bon, on a pris des photos et peut-être qu'effectivement ces œuvres ont été mises moins en valeur, mais là après, à partir de là aussi, elle a pu
construire d'autres rencontres avec d'autres artistes à ce moment-là, et elle a pu construire toute sa carrière. Donc elle est prof maintenant à Condé, dans l'école donc de design à Nice, et elle peut effectivement, elle aussi après, parler sûrement de son travail beaucoup mieux que moi, mais pour dire que des fois, on ne s'attend pas. La vie te surprend et sont comme des idées qui viennent, et des fils en aiguille, on peut continuer, on va pas se... Bon, par contre, on n'a pas visé l'argent, on n'a pas visé une carrière derrière, vous voyez ce que je veux dire, tu vois? Donc, effectivement, si on se laisse emporter par quelque chose qui va surgir à l'intérieur de toi, peu importe les secteurs d'activité, peu importe qui tu es, mais tu arrives à faire quelque chose qui peut te ressourcer à toi, te sentir à la juste place, et après, petit à petit, pouvoir l'expérimenter avec des personnes qui te font confiance dans tout secteur d'activité. Et comme je dis, c'est pas une fixation, c'est pas une obsession, c'est un outil parmi les autres. J'ai quand même enseigné la technique à Turin, en Italie, et il y a eu d'autres personnes qui se sont donc expérimentées dans l'utilisation de cet outil, et encore c'est possible, hein, donc les personnes qui veulent apprendre la méthode des mandalas de saison, ils peuvent tranquillement faire un cursus avec moi des leçons, et après donc avoir toujours la supervision au moment où effectivement c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on va renvoyer, qu'est-ce que peut être les questions, les questionnements qu'on va faire après avec la personne, etc. Mais tout est normal. Si peut-être ça doit attendre encore 10 ans ou 20 ans pour faire en sorte que ça va se mettre en place dans une façon qui est plus diffusée, et pas de soucis. Oui, si ça doit disparaître, pareil, va disparaître avec moi, c'est pas un problème. Le cursus dont tu parles, c'est accessible à tout le monde, ou c'est uniquement les personnes qui sont dans des carrières où il y a une formation psychologue ou des choses comme ça? Moi, je préfère toujours les faire avec des psychologues, mais bon, à Turin, il y avait des naturopathes, il y a eu des psychothérapeutes, il y a eu des counselors, donc après, ça dépend, c'est vraiment sous sélection. Tu l'as enseigné à combien de personnes à peu près à ce jour? À Turin, j'ai eu quand même pendant 3 ans des classes de 15 personnes, donc je pense qu'une 50aine d'élèves. Ah ouais, c'est impressionnant. Là, j'ai le livre sous les yeux parce que je ne l'avais pas encore vu. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots à quoi tu pensais, ce que tu voulais en écrivant ce livre? Ce serait quoi si on pouvait réaliser vraiment un monde parfait, tu aimerais que les personnes qui achètent et lisent le livre, ça leur apporte quoi? Pour moi, ça doit apporter une conscience, la conscience de soi-même, et comprendre que si on va circonscrire chaque fois notre problématique, on peut, en faisant donc déjà simplement ça, en coloriant avec ça, on peut encore plus la faire sortir de nous pour essayer de la regarder, de la comprendre, et de peut-être, grâce, comme je dis, au titre, grâce à les sentiments qu'on a prouvés en coloriant, etc., comprendre et en savoir un peu plus sur nous. Parce qu'on a à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut, même au niveau psychologique, pour avancer. Parce que bon, la vie existe avant les psychologues et les psychiatres, et si on est arrivé dans ce monde avec les larmes, les cris, et vous voyez, tout ce qu'on c'est notre trousseau pour ainsi faire comme homme, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de ressources à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est très important, qu'on prend conscience. Et l'art, les formes, les couleurs, ils peuvent nous aider justement à pointiller petit à petit, une chose à la fois, les problématiques qui viennent des années à l'autre, dans une année à l'autre de notre vie, d'être humain, qui on est obligé de vivre avec les autres, et de construire une existence, mais qui soit une existence le plus alignée avec nous.
L'alignement, c'est hyper important et c'est quelque chose, tu y es sensible, j'ai l'impression, et même peut-être quand tu as rencontré Stéphanie, ça t'a permis d'atteindre un niveau d'alignement encore plus important dans ta vie. Euh, Imaginons en fait une personne, elle aurait le livre, ça se passerait comment? Est-ce qu'elle récupérerait aussi les dessins du coup des mandalas? Comment ce serait, comment tu l'as pensé en fait? Comment vous l'avez pensé avec Stéphanie? Si la personne elle a le livre, elle peut travailler elle avec le livre et les coloriages. Comment c'est? Non, vraiment non, c'est vraiment une histoire. C'est l'histoire et de la méthode. Parce qu'après, oui, il y a les diagrammes, mais ils sont petits. Et il y a, comme on fait souvent dans des livres de psychologie, des exemples. Vous voyez, donc il y a la méthode vraiment qu'elle a expliquée. Elle a expliqué effectivement comme l'art il peut être mis au service de l'individu, comme effectivement au travers de la métaphore, on arrive quand même à parler d'un sujet tout entre temps et un autre. Et donc ça aussi c'est très important. Et comme l'art, ça devient outil dans une médiation thérapeutique. Donc on a quand même besoin d'un thérapeute quand même. Hein. Mais bon, savoir déjà, et après on ne peut pas s'improviser toute seule, mais déjà comprendre que les couleurs, les formes et les saisons, ils peuvent nous aider. Ça peut offrir peut-être après sur d'autres outils. Mais l'important est de comprendre que tout est thérapeutique si on a envie d'y travailler sur nous. C'est un petit peu comme moi quand j'ai fait le premier atelier, enfin l'atelier ensemble. Tu m'as ouvert à ce moment-là une porte, comme tu as dit. Tu m'as fait avoir un déclic très fort. Et derrière, c'est peut-être comme une chance que donne la vie de faire cet accompagnement avec toute ton expertise à toi, parce que ça représente combien d'années de ta vie? Tu as dit tu as passé entre le moment où tu as connu par exemple le mandala des saisons jusqu'à la publication du livre, etc. C'est combien d'années? Quand on a eu l'idée, donc les livres, on l'a quand même publié dans le deuxième trimestre 2020, donc est sorti en plein Covid. Et finalement, nous, on a commencé à parler de ça en 2012-2013. Parce qu'en fait, c'est quand je me suis de nouveau inscrite en DU en systémie. Et donc, c'est là où je me suis repris en main en tant que psy, parce que bon, j'avais un diplôme italien et je voulais être psychothérapeute en France. Et donc, une fois que j'ai rattrapé un peu les retards au niveau de la langue, parce que moi, je suis arrivée sans parler français, j'ai pu avoir une formation universitaire. Donc, c'était depuis 1997. Donc, on parle de 2013-14. Et après, donc, le temps de réfléchir, de passer l'examen et après de publier les livres. Donc, c'est quand même... C'est une grosse partie quand même. Après, par contre, moi, je l'utilise dans ma pratique et dans les ateliers depuis 2015-2016, je l'utilise. Donc, ça fait 10 ans aussi d'outils. Et on a fait beaucoup des mandalas pour des ateliers à thème, avec également un autre groupe des femmes, entre autres donc Margaret, qui fait partie toujours de l'association d'Orlando, et c'était les émotions et moi. Donc là, c'était vraiment un contenant qui chapeautait en fait cette idée de dire ok, les émotions des fois vont nous desservir, on a marre de dire gérer les émotions, ça veut rien dire, mais est-ce qu'on peut commencer à les côtoyer sans avoir peur, voyez? Et donc finalement ça permet beaucoup d'expérimenter et beaucoup de voir comment l'outil y fonctionnait. Est-ce que tu penses que toute personne qui découvrirait le mandala des saisons, ça pourrait quelque part un peu changer sa vie? Moi, c'est un peu comme l'accompagnement que j'ai fait à l'hôpital. Les personnes sur lesquelles il a fonctionné, il a quand même eu un déclic, ils vont te dire toujours, je pense souvent à toi, Sonia, je pense à toi. Donc ça, c'est très important pour moi. Tu vois, donc après, des personnes, chaque fois qu'on l'a fait, c'était bluffant. Surtout parce que la chose que les personnes ne comprenaient pas, c'est comment des mots, sans savoir l'histoire, ils pouvaient être pertinents à leur histoire.
Donc c'est ça. Mais moi, en fait, c'est bluffant, tu vois, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et vraiment, moi, j'ai été impressionnée. Et je trouve que tu as aussi beaucoup de mérite et de courage parce que, tu vois, les personnes que tu accompagnes, si elles sont dans des contextes difficiles comme les chimiothérapies, des choses comme ça, c'est aussi courageux d'aller aider ceux qui sont vraiment dans des souffrances extrêmes. Et par l'art, par la créativité, je pense que tu leur apportes beaucoup d'oxygène. Et je suis sûre que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, que les personnes que tu vas aider, que tu vas avoir la chance de rencontrer, c'est pas pour rien que, aussi bien pour toi que pour elles, elles sont placées sur ton chemin. Et que dans ce contexte-là, où pour avoir eu vraiment des gros problèmes de santé dans ma vie, avoir failli mourir, quand tu vis des problèmes de santé, en fait, il y a toutes les choses de la vie du quotidien, elles sont plus... Il y a tout qui tombe et tu as une perte de repères qui est hallucinante. Et pour la première fois de ta vie, tu es confronté au fait que tu es mortel. Or, dans notre société, on ne parle jamais de ça. On vit dans le déni permanent du fait qu'on va tous mourir un jour. Et en fait, malheureusement, quand on tombe malade, ce qui se passe souvent, c'est que d'un coup, en très peu de temps, tu as un concentré de tellement d'informations, d'émotions, tu es submergé. Et je pense que d'avoir la chance d'avoir un outil à ce moment-là, c'est phénoménal. Et franchement, moi, je dis bravo à toi de l'apporter à ces personnes-là qui... On en a tous besoin, d'après ce que moi, je pense. Mais encore plus si tu es... pour avoir vécu ça à un moment où, en fait, tu n'as plus rien auquel te raccrocher. Quand tu es malade, ce qui est dur, c'est que tes proches, ils vivent pas la même chose que toi. Et tu as énormément de peurs, mais des peurs paniques. Et c'est difficile, comme tu disais tout à l'heure, même de parler des émotions que tu traverses, parce que tu traverses des choses qui sont... C'est inimaginable, c'est vraiment des cataclysmes. Et de pouvoir, en fait, s'appuyer sur quelqu'un... moi, j'admire aussi parce que, tu sais, le mot thérapeute, pour moi, il veut tout dire et rien dire. Que maintenant, malheureusement, on est dans une société où les gens, tout le monde veut un peu être dans la thérapie. Et ça a perdu, pour moi, du sens. Merci pour moi aussi. C'est pour ça que finalement, j'ai voulu vraiment être là où la maladie tape. Parce que c'est là qu'il y a un sens. Parce que pas toute personne a le courage d'être là. Et en même temps, c'est là où tu te sens vraiment utile. Parce que pour le reste, il y a tout le monde. C'est comme si tu rentres dans un monastère, tu vois. Dans l'extérieur, déjà, tout le monde, il peut dire un truc, il peut bidouiller un truc. Maintenant, il y a aussi l'intelligence artificielle qui va t'aider, tu exposes un problème, etc. Donc, mais quand il y a la vraie souffrance, quand réellement la personne, elle pleure, quand la personne, elle est là, elle est toute seule, elle ne veut pas faire de la peine à sa femme, elle ne veut pas faire de la peine à ses enfants, et tu trouves des infirmières, des aides-soignants, des ASH, des médecins qui sont seuls, parce qu'il faut dire ça aussi, il n'y a plus les médecins, et personne ne veut travailler, aussi par rapport à beaucoup des choix qui ont été faits, une personne de plus, ça fait la différence qui permet déjà d'avoir un impact de l'émotion sur une autre personne. Moi, quand j'ai mes stagiaires, je peux t'assurer que quand la personne va t'envoyer la vague d'émotions, si je suis tout seul, je la recevoir. Si je suis déjà avec une autre personne à côté de moi, je vais la recevoir différemment. Tu imagines, dans un service où il y a 15 chambres, et donc il y a 15, des fois même 18 patients, parce que des fois elles sont doubles, et toi, 7 personnes, ou 4 personnes, ou 8, il y a la différence, parce que c'est une personne de plus qui rentre dans la chambre. Là, on a vu avec le Covid, quand ils n'avaient pas droit à la famille, les gens, dans la maladie, la pire chose qui peut lui arriver, c'est d'être seul. Et il y a plein de solitude. Et la solitude des soignants, j'interviens aussi dans les EHPAD, il y a des ASH et des cadres qui sont seuls. Et on abandonne nos petits vieux à des personnes étrangères qui n'arrivent pas à subir tout ça. Parce que l'impact émotionnel, c'est très important. Donc, le travail que tu fais tant que psy en oncologie, c'est d'accompagnement. Il n'y a rien à voir avec la thérapie. Des fois, il y a des personnes qui veulent la faire parce que, bon, ils veulent
partir avec la conscience tranquille d'avoir compris qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie émotionnelle. Mais d'autres fois, c'est juste dire « Ok, je suis là, je suis présent », tu réponds « présent ». Et après, c'est la personne qui décide qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi. Tu vois, toi, tu arrives avec plusieurs choses à pouvoir mettre en place. La personne, comme tu disais tout à l'heure, dans sa liberté, dans sa volonté, elle décide de te donner l'honneur de pouvoir l'accompagner, d'être à côté d'elle. Moi, j'interviens aussi en réa et j'ai eu des miracles en réa en suivant la famille et la personne qui est revenue, qui ont été impressionnants, qui ont été des expériences incroyables. Mais moi, j'ai fait juste, l'effort d'être présent. Après, c'est les patients qui, en fonction de qu'est-ce qu'ils comprennent, de qu'est-ce que tu vas proposer, comment lui il va être ici et maintenant, qui va donner suite à quelque chose qui peut les soulager. Donc moi, je suis comme un médicament. S'ils ont envie de me prendre, tant mieux. S'ils n'ont pas envie, c'est pas grave. Mais moi, je suis là. Moi, je ne l'abandonne pas. Parce que je suis au clair aussi avec cette histoire de vie et mort. Et donc ça, les personnes le ressentent. Parce qu'ils sentent que tu n'as pas peur, en quelque sorte. Que c'est juste un passage. Et dans cette idée des passages, on peut l'aider aussi. Est-ce que tu es familière avec le travail d'Elisabeth Kubler-Ross? Parce que quand je t'écoute en parler, ça me fait beaucoup penser à elle. Elle a été parmi les peut-être vraiment pionnières parce que tu vois, on parlait du rejet tout à l'heure. Elisabeth Kubler-Ross, elle naît, elle est triplée. Et donc dès le début de sa vie, en fait, elle doit se battre pour vivre parce qu'elle naît, elle est vraiment une crevette, un bébé prématuré. Et en fait, dans sa vie, elle est amenée à aider des personnes qui sont en fin de vie, qui traversent la maladie, etc. Et elle a aidé un nombre de personnes incroyables. Et elle était à l'époque, parce que maintenant on a encore cheminé, mais à l'époque, elle était vraiment attaquée. Vraiment, elle subissait beaucoup de violence parce qu'elle venait parler de sujets où on ne veut pas en parler. Et elle s'est consacrée, elle a même, par exemple, elle a perdu son mariage par rapport à ça, ses enfants lui reprochaient, mais elle était née avec cette mission, cette vocation, et dans un de ses livres, la dernière fois je lisais, elle racontait qu'à un moment où elle a failli lâcher, parce qu'en fait, trop de pression sur elle, elle était seule contre tous, si tu veux, elle a eu carrément une apparition, donc l'univers, la vie qui vient t'aider. Et elle a cru qu'elle était devenue folle parce qu'elle s'est dit j'ai une hallucination. Et comme elle était psychiatre, je crois, elle s'est dit bon là ça va pas, je suis tellement fatiguée, je vois. Elle a eu une personne qu'elle avait suivie qu'elle avait perdue, un de ses patients qu'elle avait accompagné, qui est venu et qui lui a dit Docteur Kubler-Ross, je suis venue pour vous dire que vous devez continuer dans cette direction. Vous allez aider beaucoup de personnes, c'est que le début, vous ne devez surtout pas abandonner maintenant. Au moment où elle allait annoncer à la personne qui l'accompagnait qu'elle arrêtait d'accompagner les mourants. Et elle était hallucinée, mais comme c'était une femme vraiment très intelligente, elle s'est dit, on me croira jamais si je raconte ça. Donc elle a sorti une feuille et elle a dit à la personne qui était sa vision, quoi, est-ce que vous pouvez me signer ce papier ? Et la personne, elle a joué le jeu en se disant ça la rassure, elle en a besoin. Et après, le papier, elle l'avait affiché dans son bureau pour dire j'ai vécu ça et vous voyez, elle a signé le papier. Et quand je t'écoutais, tu m'as fait penser à ça parce que vraiment ce côté où quand tu lis Elisabeth Kubler-Ross, moi elle est connue parce qu'elle a expliqué les 5 étapes du deuil. Mais en général, c'est tout ce qu'on connaît sur elle. On ne connaît pas plus loin. Moi, j'ai lu certains de ses livres et par exemple, l'accompagnement qu'elle a eu d'enfants qui étaient en train de mourir. Elle a écrit des livres pour pouvoir transmettre, pour qu'on voit la mort, comme tu dis, comme un passage. Et aussi, elle partage dans ses livres, ce qui est très, très intéressant. Par exemple, quand tu as un accident et qu'il y a plusieurs proches de la même famille qui sont dans l'accident, elle a été au chevet d'enfants qui, par exemple, les parents viennent de mourir. Donc, tu vois, elle avait vraiment le courage, comme ce que tu dis, d'être présente à des moments terribles. Et en fait, elle a eu comme des preuves d'une existence après la mort. Parce que les enfants, en fait, ils pouvaient dire j'ai pas peur, je sais qu'il y a ma maman qui est de l'autre côté, elle m'attend. Alors qu'ils ne savaient pas que la mère venait de mourir. Et en fait, quand tu lis ces livres,
elle a fait preuve d'un courage énorme parce qu'en fait, elle a transmis vraiment Elle s'est intéressée aussi aux expériences de mort imminente. Et elle a été une visionnaire et elle a été prête à avoir tout le monde à dos et à dire la mort, on n'en parle pas. La mort, c'est tabou. Les gens, ils sont abandonnés, comme tu as dit. Et en attendant, elle faisait, moi, je rêve de lire là-dessus des séminaires. Et j'ai lu dans La Source Noire, c'est un livre où la personne qui écrit, les journalistes, et il a eu la chance de s'infiltrer dans un séminaire d'Elisabeth Kubler-Ross. Et il dit, en fait, claque monumentale au niveau humain. En fait, au début, elle donne juste la parole aux personnes. Les gens se lèvent. Et la personne, elle dit j'ai perdu mon fils il y a 2 jours. Elle répond, je crois pas qu'elle répond. La personne se rassied. La personne à côté, elle dit j'ai une leucémie, je vais mourir dans 3 mois. Elle se rassied et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, elle allait au contact des choses qu'on fuit dans notre société. Mais comme tu as dit, en fait, elle faisait la différence parce qu'elle était présente. Et elle disait que quand elle allait au chevet des malades, elle ne faisait rien. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, mais elle s'asseyait avec eux, et très souvent même, c'est les personnes qui étaient des mourants qui lui donnaient quelque chose. Elle est rassurée parce qu'elle était présente aussi, tu sais, aux heures, par exemple, le soir, quand tu commences à avoir peur, qu'il y a un manque d'équipe soignante. Et juste, elle était présente et elle les accompagnait. Et ça, moi, je sais que dans les personnes que j'admire beaucoup, il y a ça parce que d'accompagner les personnes quand vraiment on est dans ce qu'il y a de plus difficile à vivre, je trouve que c'est pas anodin et c'est vraiment un choix qui est, comme tu as dit, un choix qui est courageux parce qu'en fait, là où beaucoup abandonnent, je pense que ça dit de toi un tempérament où tu n'es pas quelqu'un qui abandonnera les autres et tu es quelqu'un qui va donner le maximum que tu pourras donner parce que peut-être, je sais pas dans ta tête, mais c'est t'apportes aux autres ce qu'ils auraient besoin d'avoir et que peu de personnes finalement ont le courage d'aller je sais pas, moi je tirerai pas des conclusions. Par contre, juste expliquer comment, effectivement, au quotidien, je peux mettre à disposition ma vie. Et ça me ressource énormément. Tu vois, c'est-à-dire que l'effet de pouvoir faire partie d'une communauté, de pas attendre chez moi les patients qui vont arriver et qui peut-être il n'arrivera pas ou qui effectivement il peut avoir un problème mais bon c'est pas il n'est pas obligé de rester enfermé dans un endroit pour se soigner, etc. Ça va me pousser à me lever tous les jours et d'être présent parce que c'est quelque chose de plus parce que il y a un côté mission. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je ne vais pas, comment dire, me leurrer. Moi non, mais parce que je fais partie de ceux-là qui ne sont pas à l'aise en étant sous la chaise, etc. Donc c'est bon. Comment tu gères je comprends la mise en avant. Tu n'aimerais pas qu'on te fasse monter sur la chaise. Comment tu gères l'après, par exemple, quand tu rentres et que tu as accompagné des personnes et que émotionnellement ça a été quand même très... ce que tu disais tout à l'heure, les vagues que tu reçois. Est-ce que tu as, avec le temps, est-ce que tu as mis en place des petits rituels, des petites choses pour te préserver, te ressourcer? Déjà, finalement, les mandalas, c'est utile. Mais c'est vrai que les périodes plus compliquées, je l'ai vécu en 2022, où effectivement, j'ai perdu 3 patients, un derrière l'autre, début d'année. Et à une semaine l'une de l'autre. Donc c'était compliqué, surtout parce que c'était des personnes avec lesquelles on avait beaucoup sympathisé. Et
Et après, un peu comme on parlait tout à l'heure, hein, c'était pas tellement la psyché qui ressentait, c'était les physiques. Donc j'avais la mâchoire bloquée, des choses que pendant la nuit, dans l'inconscient, ils allaient bien me fermer complètement. Et donc après, j'ai commencé à mettre plus de distance. Et donc c'est clair que là, je n'arrive pas trop loin. Donc ça va être quelque chose qui est plus cadré. Mais j'ai fait un suivi des deuils par rapport à moi en essayant de participer aux obsèques. Donc cette année, par exemple, j'ai participé à un obsèque. Et après, j'ai pu faire un deuil qui m'a permis d'avoir des outils différents, parce que c'est vrai que ce n'est pas un centre de soins palliatifs, mais malheureusement, les personnes ils décèdent aussi dans mon service. Et j'ai mis en place des suivis de deuil des patients, des familles des patients. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que je peux continuer moi aussi à me rappeler de la personne, à être dans cette dynamique de prendre un temps de transformation. Donc j'ai quand même utilisé, à part la première période où je n'ai rien compris, je me suis pris moi aussi une claque par rapport à ma pratique, mais je veux dire avec la possibilité de déverser l'émotion sur les mandalas, avoir participé à l'obsèque qui te permet de pleurer avec les autres, toi un étranger, personne ne te reconnaît. Vous voyez ce que je veux dire? Tu rentres dans l'église, dans les crématoriums où ils font la chose. Je porte quand même aussi les services parce que souvent, en fait, ils savent que je représente les services. Et donc c'est beau aussi parce que bon, les personnes ne se sont pas vraiment des numéros. Mais comme je dis, des personnes qui sont restées 2, 3, 4 mois dans notre service, des histoires un peu particulières. Pas chaque personne qui va décéder, je participe aux obsèques. Et après, donc, faire les suivis de deuil avec certaines familles qui me demandent de les faire, ça me permet de donner toute une dimension à la mort et à le deuil dans la pratique donc hospitalière que je trouve extraordinaire parce que je peux le faire aussi pour mes collègues. Et ça, c'est important. C'est impressionnant. Tu as atteint du coup, avec une progression comme ça et la vie qui t'a guidée aussi quand tu as eu vraiment cette claque, tu as encore maintenant une nouvelle approche de ce que c'est la mort et le deuil du coup. Tu as comme des nouveaux yeux là-dessus? C'est-à-dire, comme je dis, c'est vraiment côtoyer. Tu vas côtoyer l'émotion. Si tu vas mettre un couvercle, c'est là où ça fait mal. Alors moi, j'aurais pu me prendre des Valium, je pourrais faire semblant, me dire, oh mon Dieu, je ne suis pas en bonne posture, je ne suis pas psy, et ci et ça. J'ai compris que existait des deuils en deuil et suivi des deuils. C'est là où j'ai rencontré Christophe Forêt, c'est là où j'ai partagé, on était seulement une quinzaine de personnes. Bon, je me suis quand même pris la force de partir à Paris tous les mois. Je veux dire, après, bon, tu le ressens quand tu es un peu âgé, donc finalement, la motivation que tu mets pour, ça te donne aussi la dimension de l'importance que tu vas donner à cette histoire-là. Et moi, j'étais complètement satisfaite parce qu'avec cet effort, je peux faire bénéficier déjà à mes collègues parce que j'ai fait une thèse sur les deuils du soignant. Et tu verras qu'il n'y a pas beaucoup écrit sur ça. Donc peut-être que je vais même là pouvoir faire une petite publication. Et après, grâce à ça, je peux interviewer mes collègues et mettre en place déjà avec eux, avec les mandalas de saison, l'émotion dans les deuils. Tu vois, qu'est-ce qui sortait? C'était souvent le sentiment d'injustice, la résonance, parce qu'alors chacun de nous il va avoir un grand-père, une grand-mère, ou avoir peur, se projette, vas-y, moi aussi je vais voir ces cancers, tu vois. Mais si on met des mots, si on le désacralise, on va les circonscrire, c'est pas un hasard que les mandalas aient un cercle, et dans ces côtés circonscrits, on peut trouver un cadre à l'intérieur duquel c'est continuer à marcher, tu vois, mais avec un filet. Tu vois? Et comme ça, c'est clair, tu es humain, tu ne peux pas faire semblant que tes émotions n'existent pas. Donc d'abord, on revient à zéro et tu dis, quelles sont dans ma pratique les choses que je peux peut-être rendre plus soft pour faire en sorte de ne pas
être trop avec les tripes dans la relation, sans avoir l'impression de ne pas donner assez à tes patients. Et à ce moment-là, petit à petit, tout se remet en place dans une façon qui est bien. Tu vois, c'est les branches de tout à l'heure descendues, mais sur lesquelles on a pu construire. Et là, maintenant, les bases sont solides. Ça, c'est très important dans la vie de... Il y a une citation, je crois, qui dit les vies s'effondrent quand elles ont besoin d'être reconstruites. C'est à peu près ça les mots. Et je pense que ce que tu viens de dire, tu vois, avec ce qu'on disait en off, l'image du plancher qui s'effondre, pour moi, ça fait partie d'une vie humaine, les moments où ton plancher, il va vraiment s'effondrer. Et ça, c'est pas entre tes mains, c'est pas dans ton contrôle. Mais par contre, ce que tu vas choisir de reconstruire, là-dessus, tu as du pouvoir. Et moi, je pense que moi, ça a été mon cas, et je pense que c'est le cas peut-être de tout le monde. Parce que ça s'est effondré, parce que ton plancher, il est tombé. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait des choses que tu subissais beaucoup, mais dans la partie où tu reconstruis, c'est tout en ton pouvoir personnel, et c'est tout... Il n'y a pas de fatalité pour moi. Moi, je pense qu'il n'y a aucune fatalité, et que c'est nos décisions, au final, tu vois, qui vont derrière, par tes choix, tu peux tout changer dans ta vie. Surtout parce que moi, toi, j'ai choisi de te faire monter sur la chaise. Mais, comment dire, parce que j'étais sûre que tu venais de loin et que finalement, il y avait beaucoup en toi et donc tu pouvais te permettre d'utiliser ces centimètres de souffrance aussi pour être à ce niveau-là. Mais à partir du moment où, une fois ton plancher s'effondrait et tu fais la démarche psychologique d'aller comprendre, c'est comme une blessure. Là, tu as ton infection. On va ouvrir, on va creuser, on va nettoyer, on ne va pas refermer avec l'infection. Donc à ce moment-là, une fois que tu es tombé le plancher, tu décides de remonter, tu vas à construire, tout ne t'effondrera plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'effectivement, le travail, tu l'as déjà fait en amont. Et malheureusement, plus on a eu des familles compliquées derrière, plus on a vu des actions, des méchancetés, des manipulations, etc., plus on a eu une jeunesse qui a fait construire sous un terrain qui n'était pas solide. Mais un moment où, à un certain moment, grâce à une maladie, grâce à une thérapie, grâce à une claque qu'on a pris, etc., on a pu faire un travail personnel. Après, c'est bon, c'est comme dans les deuils. Tu sais, Christophe Fauré dit que l'énergie du deuil, ça dure 3 ans. Mais c'est dans les 3 ans, tu sais très bien que les phases 4 ou 5, comme ils l'ont signifié, et sont celles-là. Chaque fois qu'il y a un syndrome d'anniversaire, tu ne vas pas revenir à la case du départ. Tu repars du jour avant. Et pour nous, c'est pareil. Si on a fait un bon travail, c'est pas parce que les psy étaient bonnes. Attention, le bon travail, c'est nous qui le faisons. Et finalement, le travail qu'on a fait, si c'est bon, ça peut te faire énerver ou tu peux faire pleurer. Mais après, tu sais très bien où tu vas poser ton pied. Parce que ça t'appartient. À mon avis, c'est ça aussi que des fois qui nous fait peur, parce qu'on a ce regard qui est biaisé, qui est faux, où on pense qu'à tout moment... Tu vois, quand Orlando, il m'aidait beaucoup, à un moment, j'avais fait c'est un peu comme le mandala dans le sens où c'est créatif. J'ai fait un tableau que j'ai peint avec des phrases qu'il m'avait dites. Et ça m'aidait par rapport à une décision que j'avais prise. Et dans les phrases, il y avait le passé te rattrape. Tu as l'impression de tout perdre. Il y avait les bases, tu les as déjà faites. Il y avait, tu vois, que des phrases comme ça très puissantes. Et je pense que quand on est dans ce qui est difficile, on a des pensées automatiques où on se dit ça recommence, je peux pas revivre ça. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir ce genre de pensée. Et tu vois, quand tu vas dans quelque chose de créatif comme j'ai fait, et que j'ai fait très instinctivement, ce tableau, ça a été... pour moi, c'était logique. Quand je lui parlais, il avait des phrases qui m'aidaient tellement. Je l'ai noté comme ça sur un cahier, mais après il y a eu comme une force créative qui s'est emparée de moi. J'ai pris une grande feuille, j'ai pris des couleurs et j'ai créé mon tableau. Et tu vois, mon tableau, je l'ai chez moi et je le regarde quasiment tous les jours. Et je pense que si on arrive quand on est dans la difficulté, à se souvenir de ce que tu viens de dire, on revient pas en arrière.
les bases, on les a déjà. On ne revit pas la même chose. On est solide. Le plafond, il est... Enfin, là, le sol, du coup, le plancher, il est là. Je pense que ça change tout parce que, tu vois, dans les moments où, du coup, j'ai des peurs paniques, soit je pars vraiment dans mes peurs les pires et là, pour moi, je revis tout et je m'effondre parce que ça c'est trop. Soit, du coup, j'arrive à m'accrocher à des mots, à des images, à le mandala que j'ai créé, à l'image je suis sur la chaise, les mots d'Orlando. Et dans ces cas-là, je ne fais qu'avancer. Et c'est juste un petit contretemps. C'est pas grave. C'est une expérience qui me fait encore plus cheminer. Et avec le recul maintenant, je vois, parce que les autres m'ont aidé à le voir, mais je vois que, tu sais, on parle beaucoup de résilience, mais je vois que du coup, je suis une personne qui est capable de faire face à des choses très difficiles, alors que moi, comment je me voyais, je pense pas ça. Et je pense que, comme tu as dit, si on a eu la force, le courage d'aller dire, comme là, par exemple, le mandala des saisons, dans la première partie, l'atelier que je fais, c'est tellement bluffant que si je me dis, ben moi, je veux travailler sur ma problématique, pas simplement avoir eu cette réalisation, mais aller au bout et, par exemple, faire un accompagnement avec toi, la vie, elle te récompense. Parce qu'en fait, si tu choisis de... Mais elle te récompense dans le sens où, pour moi, ce qui est déterminant, c'est que c'est une thérapie brève, donc tu vas pas aller creuser dans des choses où ce sera insupportable, parce que ça, je l'ai vécu quand j'ai fait le MDR. C'est trop lourd à apporter, et si par exemple tu n'as pas des personnes ressources, que tu n'as pas de soutien, moi j'étais isolée quand j'ai fait le MDR, tu t'effondres. Tu dois te relever tout seul et c'est trop difficile. Par contre, si c'est, en plus c'est créatif, tu as une personne où c'est rapide, mais que par contre, cette personne, elle te reconnecte à la part de toi qui sait, pour moi, tu vas avancer d'une manière incroyable. Et je pense que dans la vie, si tu prends des décisions comme ça qui sont peut-être pas les plus simples en premier abord, tu vas pouvoir évoluer à un niveau... tous les choix que j'ai faits dans ma vie où ce n'était pas peut-être ce que la majorité des gens allaient faire, où c'était pas le choix le plus simple, c'est toujours des décisions qui derrière m'ont amené tellement plus loin et j'ai évolué humainement d'une manière incroyable. Et moi, je pense que si les personnes qui écoutent, elles ont envie vraiment d'évoluer dans leur vie, il faut être capable de se dire, là, j'entends quelque chose qui peut-être m'appelle, me rend curieux, etc. Pourquoi pas lire le livre ? Qu'est-ce que je risque ? Pas grand-chose. Et si par contre, il y a des choses qui ont résonné chez moi, si dans l'épisode, dans les choses qu'on a dit, ça a résonné, et pourquoi pas essayer... Moi, j'aime bien l'image de des fois un tout petit pas. Tu vois la métaphore des fois de se dire, je m'y mets juste 5 minutes. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail des fois. Là, tu vois, par exemple, se dire, et si je faisais un accompagnement, une séance ? En fait, personne n'est engagé à... Des fois, c'est ce qui fait peur quand tu vas aller vers essayer de te guérir. Tu te dis, là, je m'engage pour 15 ans, non merci. Mais par contre, peut-être que tu vas faire une séance et en fait, tu vas tellement avancer que la vie, elle est comme ça, elle est belle. Tu vas avoir envie de faire une deuxième séance et d'un coup, tu vas te rendre compte que tu as fait 10 séances, mais que par contre, tu n'es plus la même personne, que des problématiques que tu avais depuis toujours. 10 séances et c'est fini. Et j'espère, en tout cas, moi, j'ai fait l'épisode pour parler de ton travail parce que je pense vraiment, c'est mon avis personnel, qu'il méritait d'être mis en lumière, de vraiment qu'on puisse en parler. Et j'espère que si cet épisode, il aide ne serait-ce qu'une personne à avoir la curiosité de dire « Ok, je vais essayer ». Je vais aussi se donner cette valeur. Des fois, je trouve qu'on ne se donne pas la valeur parce que, par exemple, on a peur pour l'argent et on se dit « Oui, mais si je fais ça, etc. » Et moi, je pense que quand on investit en soi, en le fait d'être bien aussi, moi, maintenant, c'est ce que je recherche. Pour être heureuse, j'ai besoin d'être dans un état de sérénité et de paix. Et indépendamment de tout ce que j'ai pu vivre de difficile, je choisis d'investir dans moi, dans ma vie, mon futur, pouvoir m'accomplir, par exemple. Si les personnes, elles arrivent à se dire ça, à se dire je me fais ce cadeau, je serais vraiment très, très contente. Je voulais juste terminer sur ça par rapport à l'affirmation de soi, parce que j'avais envie aussi de pouvoir t'entendre sur ce sujet, parce que comme je disais,
quand tu m'as dit à l'atelier, par rapport à ta problématique, le mandala, c'est vraiment sur l'affirmation de toi que tu dois aller. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que ça représente? Parce que je trouve qu'on parle de confiance en soi, d'estime de soi, ça j'en entends parler tout le temps. J'ai lu des livres dessus, mais l'affirmation, j'ai jamais lu, jamais trop entendu. Donc, en fait, quand on a fait l'atelier sur la confiance en soi, parce que bon, on dit toujours confiance en soi, donc on essaie de les publiciser aussi avec ça. Quand après on se penche un peu sur le travail, de devoir faire une partie quand même toujours un peu plus théorique. Moi j'aime bien quand on fait un atelier, petite partie théorique qui situe quand même la problématique en général. Et après donc il y a le travail un peu des ateliers avec l'action pratique des différents outils qu'on met en place. Donc là, quand on a fait ça, on a bien signifié comment, par exemple, la confiance en soi, c'était comme les puits d'énergie, une ressource qui chaque fois il va te faire accepter de réagir à certains défis. Donc, je pense que même les personnes qui disent je n'ai pas confiance en moi, ils vont pas réellement, ils l'ont parce qu'ils acceptent des défis. Ils restent pas chez eux au lit en train de voir que la vie, ça lui tourne autour de soi. Donc, même si on a l'impression qu'on n'a pas confiance, la réelle désignation de confiance en soi, c'est vraiment dire j'ai ou je n'ai pas une petite ressource qui me fait accepter de participer à des projets. Donc, tout le monde a confiance en soi. L'estime de soi, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas estime de soi quand, même en faisant des choses, et je fais toujours cet exemple parce que j'aime bien me mettre en jeu, au moment où je continue à dire, après 27 ans de France, que je ne parle pas français, que je parle mal, etc., et je ne change pas mon récit vis-à-vis de moi, même si je suis allée diplômée plusieurs fois ici, j'ai quand même une place d'un fonctionnaire public, etc. Je ne vais pas actualiser l'image que j'ai de moi avec le fait d'avoir un récit sur moi qui même sans être, je veux dire, super flatteur, etc., ils peuvent aussi dire, oui, effectivement, j'ai mon accent, mais je parle français. Donc, et ça veut dire être dans une dynamique d'estime de soi. Donc, aujourd'hui, toi, tu peux te dire heureuse d'être intégrée en France, de parler français, de au moins reconnaître tout ce que tu as fait. Et donc là, c'est l'estime de toi. Donc moi, dans une lecture un peu plus approfondie de la problématique de la confiance, je peux dire, je manque pas de confiance. Parce que je suis presque un kamikaze. Vas-y, tu te recharges, vas-y. Mais je manque d'estime de moi parce qu'effectivement, je parle de moi toujours comme un blaireau. Bon. Mais l'affirmation, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image de nous qui est idéale, vraiment quelque chose que nous, on n'arrive pas à rendre pratique, pragmatique, et on a finalement une estime de nous qui ne vont pas être dans la même logique. Donc, l'image de nous, c'est moi, je veux être, je ne sais pas, moi, président de la République, et je pense que je suis le président de la République. L'estime de moi, il va me dire non, mais finalement, je ne serai jamais président de la République et donc finalement, je ne peux rien faire et je me décourage. Alors, mais l'affirmation de soi, c'est justement ce qui fait la différence. Dire moi, j'accepte que l'image de moi et le moi-même, c'est pas pareil, mais vu que je n'ai plus 5 ans ou 6 ans, 7 ans, et qu'est-ce que je dois construire jusqu'à là? Je l'ai construit et je suis heureuse de ça parce que la confiance en moi, je l'ai, l'estime de moi aussi, parce que j'essaie de la réactualiser. Comme je peux mettre en place une affirmation de moi qui est logique, qui est cohérente, à mon image, ici et maintenant de moi. Donc, d'un niveau pratique, admettons que moi, en parlant de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière de psychologue,
il peut m'avoir renvoyé une image de moi qui est à peu près acceptable. Et moi, j'accepte. Parce que bon, si chaque fois que je vais au travail, j'ai des patientes qui me font des cadeaux quand ils rentrent en Noël, quand ils reviennent des vacances, etc., ça veut dire que des personnes, ils pensent à moi quand ils ne sont pas là. D'accord? Donc, ça va être une bougie de lourde à un bracelet d'ambre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quelque chose qui vient vers moi, sans que je fasse rien. Oh, j'imagine que je n'ai rien fait, mais finalement, j'ai fait des choses et des personnes, ils veulent me chuchoter. Ça dit, ok, l'image de moi, c'est pas le président de la République, mais c'est acceptable. Alors moi, au niveau conscient, comment je peux m'affirmer? Parce que je le ressens à l'intérieur de mes tripes, que je suis un psy qui est bien et que je ne dois pas évoluer ou avancer dans ce sens-là pour me convaincre que je suis quelqu'un de bien. Bon, je fais l'exemple de moi, mais n'importe qui. Ça peut être donc un styliste, ça peut être un manager, ça peut être un cycliste, ça peut être... Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc l'affirmation de soi, c'est vraiment les bilans d'une vie où on a dit, ok, moi j'aurais voulu être quelque chose comme ça, l'image de moi, il me renvoie ça, qu'est-ce que j'ai construit dans ce chemin de vie et aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque pour les ressentir à l'intérieur de moi et faire en sorte que chaque fois que je pose un pas, je suis sûre de moi. C'est être sûr de soi, du coup. C'est surtout ça. Et dans les actions, ça se traduirait comment dans une action, par exemple? Tu vois, moi, quand je suis venue dans ta problématique pour comprendre, enfin, dans la problématique que je te dis, j'ai créé mon entreprise, mais par contre, je suis incapable de le partager et de m'exposer, par exemple, à pas avoir de clients, à échouer dans quelque chose qui, pour moi, est tellement important. Dans les actions, c'est quoi? C'est dire, j'y vais quand même? Dans les actions, c'est déjà faire cette analyse. C'est comme un théorème, c'est comme Pythagore. Tu vois, donc, bon, on se met à table et donc on dit, ok, qu'est-ce que mon image de moi aujourd'hui, c'est quoi? Sincère, toujours. Il faut être vraiment dans cette sincérité. Et donc, on fait comme une résolution d'un problème. Tu vois, la psychologie, c'est beaucoup plus matheux que qu'est-ce qu'on peut penser. Hein. Parce que finalement, les symptômes qui vont être évidents, ils vont s'évidencier, souvent, ils cachent toujours la même histoire. Donc finalement, là, effectivement, par rapport à ça, c'est de dire, pour m'affirmer, de quoi j'ai besoin. Et on va voir l'image de toi, la confiance en toi et l'estime de toi. À ce moment-là, une fois que ces trois choses, tu as pu les verbaliser, tu as pu les argumenter, tu as pu dire oui, effectivement, c'est ça, non, alors je vais demander ça, titi tatata. Bon, sans parler d'argent, c'est clair que chacun de nous, s'il a à disposition, je ne sais pas moi, 50 000 euros par an, il peut mettre en place tout ce qu'il veut. D'accord, on s'en fout si on vend, si on ne vend pas, etc., etc. Mais là, c'est vraiment à la base, à l'origine, de dire est-ce que je vais me lancer même si je ne gagne rien? Parce qu'effectivement, je ne peux rien faire d'autre. C'est ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, j'avais entendu dans un podcast qui, je crois, s'appelle Les gens qui doutent, un humoriste qui disait si je faisais pas ça, si j'avais dû prendre un boulot, aller dans un bureau, j'aurais vraiment préféré limite me flinguer que ça. Et c'est pas que je veux faire ça, je ne peux pas faire autre chose. Et je pense que c'est ça que ça rejoint. Oui, c'est ça, c'est ça. Et effectivement, je ne croyais pas à ça, mais après, c'est vrai, Stéphanie, à l'époque, donc déjà quand elle avait 30 ans, elle disait, Sonia, on ne pense pas à l'argent. Si on pense à l'argent, on ne fait rien. Donc, si tu ne penses pas à l'argent, tu verras que tu as quand même un métier. Pour avoir un travail alimentaire, même un mi-temps, tu peux le faire. Tu vas même aller faire les ménages, on s'en fout. Je ne sais pas comment dire, on n'est pas non plus dans un monde où il n'y a pas d'opportunités de travail. Donc alors si on se met dans une optique où on a la liberté et même l'intelligence de pouvoir se dire je m'écoute, et si je m'écoute j'arrive toujours à le même résultat. Aujourd'hui je me mets à enlever cette idée,
Parce qu'après, je ne veux pas avoir ni de regrets, ni de remords. Moi, dans l'accompagnement en fin de vie, la seule chose que j'ai compris, c'est que des personnes qui avaient bien vécu, qui avaient fait vraiment à leur façon, et pas dans l'égoïsme, attention, mais qu'ils étaient vraiment dans cette dynamique de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir donné et après pas reçu, à être dans une dynamique un peu bizarre, ils ont eu des décès magnifiques parce qu'ils étaient au clair, ils ne demandaient pas plus. Donc alors nous, au moment où on marche, on est encore en marche, il faut réellement se dire qu'est-ce que je mets en place pour être en ligne avec moi-même et pas avoir de regrets. Ça va être un an, partir, je sais pas moi, en Islande, et vas-y, je vais partir. Je me donne les moyens pour le faire. Parce que c'est possible. Et c'est pas vrai que c'est pas possible. Et regarde, surtout des gens de ta génération, il y a plein de gens qui partent avec les vannes, qui partent en vélo, qui partent quoi. Et bah ça, qu'est-ce qui se pose des problèmes s'ils vont manger ou pas manger. Mais parce que si tu penses de partir et après tu vas, je sais pas, tu peux faire plein de choses après. Au moment où, parce qu'on imagine toujours de dire oui, il faut avoir tant par mois. Mais si on a déjà 10, 15, 20, 30, 50 euros par jour, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, les Italiens qui allaient en Amérique? Ils attendaient de voir un poste je sais pas moi, à $40, ou ils prenaient les dollars par jour et ils étaient contents, ils allaient donner à manger à leurs enfants. C'est tout. Donc alors, si cette autre vision, ça doit nous mettre dans une logique d'affirmation de soi-même, tant qu'à faire qu'ils viennent là. Parce qu'au jour le jour, tu peux tranquillement être tranquille que tu vas payer ton repas finalement. Parce que, bon. Au final, c'est la seule chose qui compte. Et en fait, c'est la seule et c'est celle qu'on n'arrive pas à regarder. Tu vois, comme réduire la voilure. Je sais que moi, j'ai fait ça quand j'ai quitté mon travail. Malheureusement, on est dans une société par rapport, par exemple, à mes grands-parents, qui est beaucoup dans la consommation. Et par exemple, les réseaux sociaux, ça te crée des faux besoins. Et donc, tu vas te dire que tu es heureux que si tu as des possessions. Tu vois, moi, là, je suis dans un cheminement où je suis vraiment dans un effet inverse parce que là, en quittant mon appartement, en fait, je dois laisser tous mes biens, toutes mes possessions. Et au contraire, je suis dans un esprit, maintenant, ce qu'ils appellent le minimalisme, de me dire, ce que je vais emmener, en fait, je l'emmène parce que ça, par contre, c'est sentimental, ça me procure de la joie, mais je suis capable de tout laisser derrière moi parce que je crois pas que c'est les possessions qui vont vraiment me rendre tellement heureuse. Et quand tu disais à la fin de ta vie, quand tu meurs, tu pars avec rien. Et je pense que ça, d'être capable de se dire, tu vois, si tu as déjà de quoi manger, que tu peux payer là où tu vis, c'est ça en fait qu'il faut regarder. Si tu attends d'avoir des fortunes et tu te compares aux gens, ils ont des bateaux, ils sont milliardaires, aux influenceurs, peut-être que toi, tu pourrais être tellement heureux et créer des choses incroyables, mais parce que tu vas te mettre ce frein de l'argent, moi, ça résonne vraiment fort quand tu as dit ce qu'elle t'a dit, Stéphanie. Si on fait pour l'argent, on fera rien. Par contre, si tu fais vraiment parce que tu es animé et tu t'es enlevé en fait, comme un enfant, les enfants, ils font pas pour l'argent. Il y a une citation de Christian Bobin qui dit les enfants, on leur demande pas ce qu'ils font dans la vie. Ils vivent, ils jouent, et c'est tout. Et c'est vrai. Si on retourne à ce regard d'enfant, il n'y a pas cette pression de l'argent. Et quand tu regardes, quand tu fais un cheminement, moi, en faisant le podcast, je me suis rendu compte que ce qui revient souvent, les choses qui sont des missions, des vocations, tu l'avais déjà quand tu étais enfant. C'est souvent des choses que tu faisais où tu voyais pas passer le temps. Ça te rapportait pas d'argent parce que tu étais un enfant. Tu n'en avais rien à faire. Mais par contre, cette chose-là, tu la faisais quoi qu'il arrive. Et je pense que pour être heureux dans la vie maintenant, mon opinion, c'est que si quand tu vas te lever le matin, ce que tu vas faire, comme on a dit, c'est tu ne peux pas ne pas le faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, tu vas le faire avec énormément de facilité. Tu ne vas pas perdre ton énergie. Tu vas le faire parce que ça t'anime. Tu vas même gagner de l'énergie. Moi, quand je fais des choses qui sont alignées, qui sont dans mes passions, ma créativité, le côté artiste, tu vois, ce matin, par exemple, je viens te voir pour enregistrer. Mon énergie, elle est déjà tellement haute. Et je pense que ça, on ne le regarde pas. Quand tu te lèves le matin et que tu vas faire quelque chose qui t'anime,
indépendamment du côté est-ce que ça va me rapporter l'argent, tu as une énergie, et moi je pense que c'est ça qu'il faut regarder. C'est ce qu'on appelle le feu sacré. Tu te sens comme si tu as un feu à l'intérieur de toi, une force qui t'anime. Et si tu arrives à faire ça, ça me fait penser par exemple à ton fils qui se réalise, qui prend des risques, qui se donne les moyens, qui peut passer 170 heures sur un projet, même si ça va peut-être pas lui rapporter. C'est l'exemple que moi je reprends toujours parce qu'il m'a aussi beaucoup marqué, l'exemple de Van Gogh, où j'ai lu dans un livre et je le savais pas, que Van Gogh, en fait, il jeûnait 4 jours par semaine. Il ne mangeait que 3 jours par semaine pour pouvoir se payer ses toiles et sa peinture. Et oui, il s'est suicidé, mais par contre, il a atteint, à mon avis, une forme de réalisation de lui-même et un bonheur de créer qui, pour moi, est quand même à avoir dans sa tête, en fait, se dire ce que je disais dans le podcast, c'est quoi être heureux. Pour moi, c'est ça, être heureux. C'est ce que je fais, c'est pas pour la reconnaissance, c'est pas pour avoir des likes sur les réseaux sociaux, c'est pas pour être populaire comme au lycée. Ce que je fais, je le fais parce que je suis venue m'incarner sur Terre, j'ai une mission à accomplir et le jour où je vais mourir, comme tu as dit, si j'ai été au maximum, si j'ai été dans des choix qui me rendent fière, je partirai, mais je partirai léger et je partirai pas avec des regrets parce que quand tu regardes les personnes qui sont mourantes, celles qui ont des morts très difficiles, c'est parce qu'au moment où la mort leur tombe dessus, ils font un bilan sur leur vie que nous, on a la chance de pouvoir faire aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et ces gens-là, malheureusement, d'un coup, il leur reste 1 mois, 3 mois à vivre et ils vont regarder et dans leurs choix sentimentaux, ils ont aimé quelqu'un, mais finalement, ils n'ont jamais été avec cette personne. Quand ils étaient enfants, ils adoraient faire ça, c'était leur rêve de leur vie, mais ils ont fait autre chose parce que c'est ce que les parents ont décidé. Ces gens-là, ils partent et ils sont torturés au niveau de l'âme. Et ben, c'est des morts terribles. Et je pense que si par contre on a cette intelligence de se dire, moi je veux vraiment vivre la vie la plus riche, mais riche à mon sens à moi, pas riche de l'argent, une vie qui me nourrit, qui me rend fière. Être capable aussi, quand je parle avec Orlando, ce qui il revient souvent et c'est lui qui a raison, être capable d'être présent à ce que tu vis tout le temps. Regarder un coucher de soleil, avoir la chance, tu t'es baigné dans la mer aujourd'hui. Tu vois, là on est dehors, il y a le bruit des grillons. Avoir une présence très importante, le goût du café, des choses comme ça. D'être à vie. Moi j'ai grandi avec des grands-parents qui étaient comme ça. Mes grands-parents, je les revois toujours. On passait des journées extrêmement simples. Mais par contre, c'était des journées où le bonheur, il était là du matin au moment où tu te couches. Et on faisait que des choses simples. Mais on était dans quelque chose, c'était pas les possessions qui allaient nous rendre heureux. On passait une simple journée où on faisait le marché. Oui, avec ma grand-mère, on allait s'acheter un petit vêtement, mais c'était juste notre petit moment. Et après, on allait à la plage, on mangeait sur la plage. Le soir, on mangeait un plat de pâtes, tu vois. Mais ça, c'était vraiment... Ça m'a marqué parce que, en fait, t'avais la marmite, les pâtes, un peu de sauce, de l'huile d'olive. Et dans ces moments-là, avec le retour, c'est les moments dans ma vie où je me suis le plus approchée du bonheur. Et mes grands-parents, moi, ils m'ont jamais dit dans la vie, tu dois gagner beaucoup d'argent, dans la vie, sois productive. Ils m'ont jamais transmis ça. Par contre, ce que mes grands-parents, ils m'ont transmis, dans la vie, si tu aimes quelqu'un, que cette personne, elle t'aime aussi. Si tu fais des choses simples, va à la plage, va te baigner, sois vivante. C'est ça qu'ils m'ont transmis. Et quand j'y pense, je me dis souvent, moi je crois à la transmission et je me dis souvent, en fait, je veux marcher dans leurs pas et vivre une vie qui sera très très simple, où justement je pourrais être dans un dépouillement. Tu vois tout laisser derrière moi. Et par contre, je mangerai des pâtes. Mais ces pâtes, ce sera incroyable. Et quand j'irai me coucher le soir, j'aurai passé la plus belle des journées parce que juste j'aurais été dans ce qui est vrai, dans ce qui est sincère. J'aurais pas cherché à être aimée par les gens. L'amour, il n'est pas là pour moi. L'amour, il est à trouver, à être dans des relations avec les gens qui t'entourent, qui sont épanouissantes. Et oui, là, il y a beaucoup d'amour. Mais après, le reste dans ta vie, si les gens ne t'aiment pas, tant pis. S'ils t'aiment, tant mieux. Il y a un petit papillon qui vient de se poser comme un beau symbole.
On va conclure sur ça, mais l'amour, voilà. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, il est trop beau. C'est la fin de cet épisode.